avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 Actus Ciné Sinon Rien, un hors-série avec les films de l'année. Avec moi pour m'accompagner, Amos. Bonjour tout le monde et bonne année surtout. Et Gino. Ouais, bonjour à tous, mes meilleurs vœux et un meilleur ministre de la Santé. C'est beau. Ça, c'était gratuit. Oui, alors, j'ai cité Laurent Ruquier, je m'en excuse, je lui envoie mon chèque dès demain. Depuis que tu as lâché ta carte La République En Marche, toi, tu as changé, Gino. Oui, c'est vrai, exactement. Autant de sa veste. Le principe de l'émission est simple. On commentera chacun 3 flops films 2020 et 3 tops des films de 2020, ou en tout cas des découvertes de 2020 qui ont secoué cette année très particulière. On en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez vous exprimer également et vous donner aussi vos tops et flops de l'année. Nous y répondrons avec plaisir. Et ça commence maintenant. Commissaire, on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces 2 meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire ? Alors on commence avec les flops. Alors quel est le 3e film de votre podium des flops de 2020 ? On commence avec Gino ? Ouais, avec plaisir. Donc moi, mon 3e film de mes flops personnels, on va dire, c'est Kogustaki Mucize. Voilà, c'est le fameux film turc qui a fait sensation. Voilà, que pour moi, j'ai un peu considéré comme étant le film du premier confinement, parce que tout le monde en parlait, tout le monde le partageait, et ainsi de suite. Et je dois avouer que ce film, je l'ai découvert sur le tard. Donc, pour faire un résumé rapide, en fait, ça raconte la relation touchante entre un veuf et sa fille. Voilà, donc le papa est handicapé mental et il est séparé de sa fille après avoir été injustement accusé du meurtre d'un enfant. Donc le film se passe en Turquie des années 80, on va dire, si je me trompe pas, et si j'ai bonne mémoire. Je dois dire que ce film, en fait, si tu veux, il est, pour moi, en termes de réalisation, il est très bien réalisé. Je trouve que c'est un film qui met en valeur les paysages turcs qu'on a peu l'occasion de voir de cette manière au cinéma ou à la télévision, ne serait-ce que ceci. Les acteurs sont pas mauvais non plus, je trouve qu'ils jouent bien dans ce film. Pourquoi je mets un hic sur ce film, c'est que le fait d'en avoir entendu tellement parler, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus exceptionnel en termes de mise en scène. Et je dois dire qu'il y a des petites choses qu'on anticipe assez facilement avec un peu de recul. On arrive à anticiper assez bien les choses, le déroulé des actions, des événements. Merci. Et voilà, il y a aussi le fait que moi, ça m'énerve un peu, ça fait un peu, voilà, avec un degré moindre, ça me fait penser un peu au Petit Mouchoir, où quand tu regardes ces films-là après coup, où on t'amène du larmoyant pour faire, voilà, on est toujours dans la surenchère de l'émotion. C'est ce que j'avais posé comme question, est-ce que c'est pas le côté trop tire-larme du film, parce que c'est vrai qu'il tire vachement sur la corde quand même. Il est très dur. Fait on va faire chialer la ménagère de 40 ans, quoi. Exactement, je pense que c'est exactement ça, et c'est en ça que le film me déçoit, parce que je pense que le film pouvait être un peu moins larmoyant et être tout aussi efficace. D'accord. Et j'ai envie de poser la question à Meus. Est-ce que toi tu l'avais vu ce film-là, le film fameux turc de Netflix? Enfin, pas vraiment de Netflix, mais... Alors, je l'ai pas regardé, mais j'avoue, en fait, j'avais mes a priori sur ce film, et c'est effectivement, après les retours que j'avais,
la crainte que j'avais, c'est-à-dire que c'est vraiment pour faire pleurer dans les chaumières, tu vois. Je me suis dit, ça va me gaver. Vous avez vu, hein, c'est triste, hein, pleurer. J'avais peur un peu que le réalisateur me susurre ça à l'oreille d'une manière indirecte, tu vois. Et je supputais, hein, c'est que mon intuition, bien sûr, que voilà, ça allait être vraiment trop ça, mais que sur des a priori, bien évidemment. Après, quand j'entends Gino en parler, je me dis, bah voilà. Mais encore une fois, il faut toujours voir un film pour sur son propre avis, hein, pas sur des a priori. En fait, voilà, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça, parce qu'il y a des moments du scénario où c'est suffisant pour atteindre le but de toucher le spectateur. Et sauf que on en rajoute toujours des couches, toujours, et jusqu'au point où ça en devient, tu te dis, mais toute la misère du monde tombe sur eux, c'est pas incroyable, quoi. Voilà. Mais c'est par contre, voilà, techniquement et puis en termes de réalisation et de mise en scène, le film est très bien. Là-dessus, il y a rien à dire. Mais voilà, c'est pas un film que je prendrais un grand plaisir à revoir, bien évidemment. Parce que voilà, je pense qu'il faut le voir une fois. Et puis bon, bah c'est vrai que quand on n'est pas habitué, c'est du sous-titrage uniquement, c'est de la VO turque, donc c'est voilà, faut après voilà. Par contre, tu te laisses embarquer par l'histoire assez facilement, je trouve. Mais c'est ce côté surenchère de l'émotion qui m'a un peu qui t'a sorti m'a un peu déçu. Voilà, exactement, tout à fait. Donc tu préfères les kebabs quoi en Turquie les kebabs ou Erdogan. Mais non, bien évidemment, cet ignoble individu n'aura pas mes votes. De toute façon, je ne vote pas en Turquie. D'ailleurs, est-ce que l'on vote beaucoup en Turquie? Je n'en sais rien. C'est un autre débat. On peut l'inclure dans les flops de 2020 les votes. Ok, très bien. Et du coup, Meus, toi, quel est ton troisième film sur ton podium des flops? Alors, sur le podium des flops, moi j'ai mis Underwater. C'est un film de science-fiction avec Kirsten Stewart et Vincent Cassel, entre autres. Et moi, alors, je vais être honnête, je ne l'ai pas trouvé foncièrement mauvais, mais il n'est pas marquant non plus. C'est-à-dire que, en soi, techniquement, il est plutôt bien fait, c'est pas déconnant, mais c'est pas un film marquant non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un film, ouais, ça se passe donc dans les, je sais plus quelle, la fosse des Mariannes, enfin bref, dans les abysses, quoi. Et donc ça joue sur le côté vraiment huis clos quelque part. Bah, c'est vrai qu'on est isolé du reste du monde, etc. Et il se passe des choses un peu particulières, un peu bizarres. Donc c'est plus orienté finalement horreur que science-fiction pure. Et bon, voilà, à voir une fois au pire des cas, mais franchement, pas vraiment marquant. Et... Moi, je pourrais pas rebondir, je l'ai pas vu. Ouais. C'est quoi? C'est ce que j'allais te demander justement, Gino. Non, je ne pourrais pas rebondir, j'ai pas vu ce film, donc voilà. Et la manière dont tu l'évoques me donne pas plus envie que ça, mais c'est pas un film que j'avais remarqué dans. C'est un peu dommage parce que tu vois, c'est un film qui aurait pu avoir du potentiel. Ils auraient pu rebondir, par exemple, je vois sur un peu les romans de Lovecraft, tu vois, avec c'est quoi, la revanche de Cthulhu. Enfin, tu sais, c'est les monstres. Des monstres fantastiques, c'est des profondeurs, et puis tu sais, jouer là-dessus, tu vois, un peu sur l'origine des monstres du film, etc. Enfin, bref, développer la mythologie quoi, des monstres, et il n'y a rien, malheureusement, s'ils ne vont pas vraiment. Alors, c'est bien entretenir les mystères, mais bon, tu vois, il y aurait peut-être eu des choses à creuser. Il y avait un potentiel pour moi. Mais ouais, le film reste un peu. On reste sur notre fin, et voilà, quoi. Après, on n'a pas spécialement envie de le revoir derrière. C'est un peu dommage. Bah, je vais rebondir sur ce que tu dis, Meus. J'ai hésité aussi à le mettre dans mes flops, personnellement. Ouais. Parce qu'en fait, Underwater, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont écrit le film? Ils se sont dit, on va mettre un peu d'Abyss, on va mettre un peu d'Alien, on va mettre un peu de Cloverfield, on va checker tout ça, et on va faire un film. Sauf que le mélange de tous fait que c'est pas du tout original, pas du tout créatif. Et je vais pas te rejoindre sur les effets visuels parce que je les ai trouvés un petit peu cheap dans le sens où vous allez avoir comme des plans séquences à l'intérieur et ça fait un peu vraiment très jeu vidéo. C'est vraiment très particulier comme effet visuel et on a l'impression d'avoir des séquences de jeux vidéo. Pour vous dire, j'ai fait un jeu vidéo cette année qui s'appelle Soma et qui était même au niveau du scénario beaucoup plus créatif et meilleur, et on explore aussi les fonds marins et c'est largement meilleur quoi. Enfin, en termes de parce qu'on explore un petit peu le côté où on est enfermé un petit peu, comme Alien d'ailleurs. J'arrive plus à retrouver mes mots. Comment on appelle ça, huis clos quoi, un peu. Quand on se sent c'est claustrophobe. Claustrophobe. Donc voilà, il y a un peu ce sentiment-là, et en fait, là dans le film, bof quoi, 2-3 scènes éventuellement, mais c'est tout. Oubliable.
dirons-nous. Ouais, c'est ça, oubliable. Ok. Et toi, ton troisième film sur le podium, Gauthier, ce serait quoi? Eh bien, moi, j'ai vu une ode américaine de Ron Howard, sortie le 24 novembre sur Netflix, avec Glenn Close et Amy Adams. Du coup, alors pour vous résumer un peu l'histoire, J.D. Vance, il s'appelle, donc c'est le personnage principal, c'est un ancien marine originaire du sud de l'Ohio qui est désormais étudiant en droit à Yale, est sur le point de décrocher le poste de ses rêves quand une affaire familiale l'oblige à retourner chez lui. Donc on parle beaucoup dans le film de drogue, puisque Amy Adams en fait souffre d'addiction dans le film. Donc voilà, la bande-annonce nous vend beaucoup de choses. Donc on a Glenn Close, comme je le disais, et Amy Adams, pourtant de très bonnes actrices, mais ici, elles essayent toutes les deux, et je vous dis vraiment toutes les deux, de faire une performance à Oscar et sans jamais y arriver. On cale sur le fait qu'elles sont méconnaissables, hein, qu'elles sont transformées, mais en fait elles sont juste pas maquillées et en fait elles ne se sont pas lavé les cheveux, c'est tout. Il n'y a rien de foufou, c'est pas une performance d'acteur. On suit juste des cas sociaux, en fait, avec la drogue qui va avec, machin, où un fils va juste devenir un connard de droite, uniquement. Pas vraiment intéressant. Même les messages que le film tente de donner, hein, parce qu'ils essaient quelque chose, ça fonctionne jamais. Et Ron Howard, comment vous dire, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, c'est plat. C'est étonnant. Voilà. Moi, le dernier bon film que j'aime de Ron Howard, c'est Willow. Hein, ça date. Hein. Ça, oui, ça commence à remonter. Donc voilà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce film ou pas du tout, une ode américaine? Absolument pas. D'accord. Très brièvement. Très brièvement. Ok. Peut-être l'affiche qui était dans vos suggestions, mais voilà, quoi. Pas plus. D'accord. Ok. Eh ben on commence avec... on continue, pardon, avec le deuxième film de votre podium. On continue avec Gino. Eh bien moi, le numéro 2 sur le podium de mes flops, c'est Sonic le film. Voilà, donc... Sonic le film de Jeff Fowler, hein. Voilà, avec Jim Carrey et James Marsden. Donc pourquoi ce film-là? Parce que bon, le résumé, hein, on va éviter de le faire, c'est à peu près le même que celui des jeux vidéo où Sonic, un petit hérisson qui se rend compte, au départ, tu as l'impression que le film va démarrer dans ces mondes un peu de jeux vidéo, mais ce n'est pas vraiment le cas. Enfin bref, voilà, en gros, Robotnik veut capturer Sonic pour dominer le monde avec son pouvoir, voilà, parce que bon, Sonic s'est échappé de son île par un portail dimensionnel, mis en avant par les anneaux que l'on récolte dans le jeu. Pourquoi dans les flops, malgré Jim Carrey qui est excellent, je trouve, et heureusement qu'il est là, il donne il donne de l'intérêt au film, j'ai envie de dire. Sonic, déjà, moi, pour l'anecdote, du coup, je l'ai vu en VF. Voilà, l'erreur en VF, parce que Sonic est doublé par l'excellentissime... c'est ironique, hein, bien évidemment. Bien sûr, on avait compris. Malik Bentala. Malik Bentala qui, au demeurant, est... Voilà, j'ai trouvé assez intéressant sur ses premiers spectacles, ce genre de choses, mais là, c'est la surenchère des blagues, vraiment... c'est pas le même... voilà, c'est complètement différent, et je trouve que ça casse un peu l'image de Sonic que l'on avait quand on était enfant. Sonic était un peu rebelle, quoi. Voilà, c'est cette image-là, un peu jeune adolescent, un peu désinvolte, on va dire ça comme ça. C'est cet esprit-là, et je trouve que Sonic s'habitue un peu trop vite à mon goût à la vie sur Terre. Voilà. Il reste longtemps, il reste oui, bien sûr, mais ça se passe. Enfin, je veux dire, il déprime pas, voilà, c'est exactement ça. Et le scénario, je trouve qu'il est un peu bâclé. J'étais surpris par la fin du film où c'est un peu éjecté en 2 minutes, quoi. Et puis le côté, voilà, c'est un ami qui va ressusciter Sonic avec sa larme parce que il déclare que c'est un ami. Voilà, on s'est vu et revu. Par le pouvoir de l'amitié. Et puis ce qui m'a surtout déçu, c'est la scène post-générique, voilà, où l'on voit Tails, le fameux ami de Sonic, qui va
qui arrive pour essayer qui a localisé Sonic et pour lui porter assistance et secours. Et je me dis qu'on aura droit à une deuxième bouse de ce style-là. Et je trouve qu'en fait, il manque pas mal d'éléments du jeu vidéo qu'on a pu exploiter, comme bon, la vitesse, elle est matérialisée un petit peu, mais je trouve à mauvais escient, quoi. Voilà, il y a Sonic, personne ne reconnaît. Personne ne reconnaît. C'est surtout les humains, genre un hérisson bleu, même déguisé. Je veux dire, ça se voit. Hein. Exactement. Dans le bar, par exemple, c'est. Dans le bar avec la baston, oui, voilà. Pour moi, Sonic. C'est rien. T'as déjà vu un hérisson bleu, toi? T'es capable de dire quoi ça se voit. Non, mais déjà, il n'y a rien que ça. Le fait que je trouve que c'est un peu aux antipodes, justement, tu parles de ça, Sonic, ça exprime surtout la vitesse quand on va te parler de Sonic. Et là, le mec, sous prétexte, je trouve que c'est mal exploité, on le fait ralentir un peu le temps de manière à ce qu'il puisse créer diverses situations dans le bar, quoi. Voilà, ça fige un peu la scène. Je trouve que ça, c'est mal exploité dans le sens où ça devrait être le contraire, où on devrait rien comprendre du coup à la scène, vu que Sonic va très vite. Et là, on nous prend bien le temps de nous expliquer. Puis encore, si c'était fait moins longtemps que ça, mais la scène dure bien 1 minute, 1 minute 15 à tout casser, je trouve que c'est long. Voilà, sans compter tous les problèmes de post-production, puisque Sonic ne devait pas du tout ressembler à ça. Oui, par contre, ça, il faut quand même signaler que esthétiquement parlant, les effets sont réussis. Sonic est réussi. Voilà, ça c'est là-dessus, il n'y a rien à dire. Même dans mais voilà, pour moi, voilà, c'est simplement un regret on va dire, c'est mon amour d'enfant qui parle, mais de ne pas avoir un Sonic totalement en phase avec ses codes vidéoludiques qui lui sont propres. Voilà. Mais ça, je dis encore une fois, Jim Carrey sauve le film, hein, quand même. Ouais. Après, il faut voir le bon côté des choses. Grâce à ce film-là, on a pu avoir quelques bons mèmes sur Internet, tu vois. Pour ça. C'est quand même, voilà. Tu l'as vu, toi, côté positif. Absolument pas, non. Non, c'est vrai que c'était pas une priorité, hein, clairement. Alors moi, je l'ai vu un petit peu comme Gino, c'est pour Jim Carrey. Et Jim Carrey s'éclate, hein. Là, il n'y a rien à dire, il sauve le film. Ah oui, c'est vrai, il prend plaisir, on le sent. De toute façon, ouais. Et il est toujours à fond, il n'y a rien à dire. Les effets, encore, on en a parlé, mais c'est vrai que les effets visuels sont vraiment réussis pour le coup. Mais oui, en termes de scénario, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est très faible au niveau scénario. Très faible, et, bon, la scène post-générique, on la sent venir à 1000 à l'heure avec Taze, hein, c'est logique. Non, après, il y avait des petits trucs, oui, voilà, ça fonctionnait, et d'autres pas. Voilà, la scène du bar ne fonctionne absolument pas. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est un road trip. Je ne comprends pas, en fait, qu'ils aient fait le film dans notre monde à nous, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand tu vois les premières scènes où ils sont dans un univers proche de l'esprit un peu cubique de ce qu'on a connu dans les premiers Sonic sur les anciennes Sega, donc là on parle de consoles que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, voire même les moins de 30 ans. Mais au départ je me dis, c'est osé. Et puis comme quand tu te rappelles d'avoir vu les trailers et puis la distribution avec des personnages humains, tu te dis comment des personnages humains pourraient arriver dans ce monde-là, donc forcément tu vas arriver sur Terre. Donc je trouve que ça casse aussi un petit peu le mythe de Sonic. Ouais. Tout à fait. Peut-être qu'en film d'animation, ça aurait été mieux. Je sais pas. Moi personnellement, je pense que ça aurait été plus intelligent. Je vois pas ça en film en fait, en vrai. Et en animation, oui. Parce que le début est pas mal. On se dit, on est dans le truc et tout. Et justement, peut-être que le 2 peut être intéressant, puisque là, ça y est, le Dr Robotnik et Sonic sont dans un monde complètement à part. Et là, c'est ça qui peut aurait sa place. Mais dans ce cas-là, faut vraiment que, si c'est toujours le même réalisateur, pourquoi pas, mais s'il exploite cette dimension-là, pourquoi pas. Moi, tout à fait. Donc c'est pour ça que je ne suis pas vraiment fermé à un deuxième film. Non, moi non plus. Fallait choisir un film dans ce flop, et c'est sur celui-ci, sur le fait qu'il y a un petit goût d'inachevé pour moi en voyant Sonic. Voilà. Je précise, oui, parce que je ne sais pas si on l'a dit au début, mais je vais repréciser quand même. Vu le contexte actuel des cinémas fermés et compagnie, on a tous, je pense, autour de la table, entre guillemets, pas vu énormément de films en cette année 2020. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la chaîne, vous avez eu un top 5, parce qu'il y a vraiment
Il n'y avait vraiment pas beaucoup de films cette année. Et voilà, donc c'est plus les découvertes de 2020 qu'on met dans les flops et tops. Il n'y a pas forcément que les films de 2020, hein, on précise. Voilà, et ce sont des découvertes personnelles, voilà, de chacun d'entre nous qu'on a pu découvrir cette année. Ce n'est pas des films forcément sortis ou réalisés en 2020, qu'on se mette bien d'accord sur le... L'avantage aussi du confinement, hein, exactement, de voir justement, ou de découvrir des œuvres. On s'est dit on n'a jamais le temps, et là, éventuellement, de découvrir des vieux films. Et pour rappel, ce ne sont que des avis subjectifs, comme tu le dis si bien. Et toi, on n'a pas mis... Surtout, si je précise, on n'a pas parlé non plus, on ne parle pas de films porno, hein, parce que sinon Gino nous faisait un top 10 sans problème, évidemment, mais on allait rester soft cette année. Ça fait bien longtemps. On fera une spéciale porno un jour. Ouais, ça fait au moins 3 jours, non? Oh là, au moins. Hein. C'est le triple de temps que toi. Oui, exactement. J'allais te demander justement, Meus, toi, c'est quoi ton deuxième flop de l'année? Eh bien, justement, tu parlais de découvertes. Découvertes. Il y a des découvertes dont on se passerait. Là, ça en fait partie, si je puis dire. J'ai mis en top 2 Terminator Dark Fate, du coup, que j'ai vu en 2020. Et moi qui suis un très grand fan des Terminator de James Cameron, hein, qui ont un fan inconditionnel, là, encore une fois, c'est vraiment pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça reste moins pire que Genesis, mais c'est pas fameux. Quelle est l'histoire, Meus, justement? Non, mais c'est juste pour mettre du girl power à fond, quoi. On fait la même histoire que le 1, enfin en beaucoup moins bien, et juste à la sauce féminine, parce que pour montrer qu'on est progressiste, hein, à l'américaine, encore une fois. Mais c'est creux, c'est clichesque. Et encore une fois, on l'a regardé ensemble, Gauthier. On a réussi à dîner plusieurs fois des répliques avant qu'elle n'arrive. Genre 20 secondes avant qu'elle soit sortie, parce que on se doutait là où il voulait aller. Enfin, c'est vu, revu et mal fait. Voilà, plein de fois. Il joue sur la nostalgie, un petit peu d'ailleurs comme Genesis. C'est ça. Les mêmes défauts. Ça n'invente rien, je pense que cette saga, franchement, en fait, ils l'ont déjà tué, mais là, ils sont en train de mitrailler le cadavre, tu vois, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est même dit dans l'intro du film. Oui, c'est vrai. L'image est super bien, ce que tu dis, parce que effectivement, la franchise, on est en train de la détruire, on est en train de la piétiner, et c'est exactement ce qu'ils font dans l'intro du film. J'ai l'impression que c'est même pas caché d'ailleurs. Parce que pour vous résumer un petit peu l'histoire, voilà, ça commence à partir de la fin du 2 quand même, donc c'est vraiment... Là on spoil, hein. Si tu racontes ce que tu racontes, on précise. C'est le début du film, c'est ça, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que en fait, on est en train de vous dire le 1 et le 2 n'ont rien servi, d'accord? Donc c'est-à-dire que le 1 et le 2, voilà, vous pouvez mettre ça à la poubelle. Je pense que, d'ailleurs, on l'a rattrapé cette année, mais je pense qu'on aurait été le voir au cinéma. J'aurais hésité à sortir de la salle au bout des 5 premières minutes, parce que ça veut dire que le 1 et le 2, en fait, on vous chie à la gueule, quoi. Tout ce que vous avez fait, ça a servi à rien. Voilà. Donc en fait, on commence effectivement à la fin du 2, et un Terminator débarque et tue John Connor. Donc ça remet totalement en cause tout ce que vous avez vu dans les deux premiers films. Et pareil, oui, voilà, comme tu disais, voilà, on repart sur à peu près les mêmes films. C'est-à-dire empêcher le jugement dernier, quoi, qui s'appelle plus le jugement dernier, bien sûr. Et tu vois, pour faire un progressiste, pareil, donc on met une latino en tant qu'héroïne, on met un latino en tant que Terminator principal, etc. Pour montrer, vous avez vu, les minorités sont représentées dans les premiers rôles. Même, on s'en fout. Pas que ça, ça fait vraiment film anti-Trump. Mais super mal placé, quoi. C'est ça, on va pas un Terminator pour ça. Voilà, encore, ce serait fait subtilement. On n'est pas contre mettre des minorités, bien au contraire. Voilà, même les faire en avant. Genre, c'était déjà le cas dès le premier, d'une certaine façon, avec Sarah Connor. Mais là, non, c'est vraiment, c'est avec des gros sabots. Et c'est vraiment. Enfin, bref. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que le girl power, il existe depuis le premier Terminator. Oui. En gros, même si dans le premier, elle est un peu plus apeurée parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, et voilà. Mais dans le 2, elle fait vraiment femme forte, Sarah Connor, et oui, c'est vrai qu'avec cette grille de lecture, je comprends que vous n'ayez pas aimé. C'est vrai que quand je l'ai vu, en fait, pour moi, ce n'était qu'un divertissement de plus ou de moins, quoi. Tu vois, c'était vraiment c'est pas un film qui va me marquer. C'est sûr que par rapport aux deux premiers, c'est très nettement en dessous. On est complètement d'accord là-dessus. Si on est complètement objectif là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais autant, j'ai pas passé un mauvais moment.
je trouve que après voilà, moi je suis très film d'action, donc ça correspond à tout ce que j'aime. Ouais. On est d'accord. Mais en effet, l'histoire est pauvre. Hein. On est complètement d'accord là-dessus. Hein. Ah d'ailleurs, Après... je rebondis sur un truc. On n'a pas parlé des effets visuels qui, personnellement, étaient dégueulasses pour certains. Alors, pas l'introduction du film. Hein. Je parle vraiment des scènes d'action où... Mais comment on peut faire ça? Alors, il est sorti en quoi? En 2019, ce film? Mais comment on peut faire ça en 2019? Surtout que le Terminator 2 avait quand même révolutionné les effets spéciaux. Ouais, carrément. C'était juste une petite parenthèse. Mais, voilà. Non, ça c'est vrai que tu as raison là-dessus. Après, voilà, comme tu dis, Gino, en fait, ce que je veux dire, c'est que. Alors, il y a des films plus infamants que ce Terminator Dark Fate dans l'absolu, mais c'est juste quand tu vois le matériau de base où tu vois, tu as une barre très haute, enfin, sens. Et tu vois ce qu'on en fait maintenant, enfin, c'est désolant, quoi. C'est triste. Parce que franchement, pour moi, ça rend pas du tout hommage à ce qui avait été fait en amont par James Cameron. Et voilà, enfin, ça date pas de ce film-là. Genesis a fait déjà commencé son travail de sap. Le 3 et le 4 étaient pas honteux, tu vois, ils résistaient en dessous de ceux de James Cameron, mais ça va encore. Mais là, plus ça va, faut arrêter. Tu as le même sentiment de frustration que j'ai pu avoir avec Sonic sur l'exploitation du matériau d'origine. On est d'accord là-dessus. Voilà, c'est ça, dans l'idée, c'est ça. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Meus aussi également avec Terminator, et je pense que je vais arrêter d'en parler après parce que moi aussi ça m'énerve, parce qu'on a eu Genesis et ça, c'est vraiment affreux. Concernant justement Terminator, Dark Fate devait réhabiliter une véritable suite à Terminator, mais Terminator 3 est largement meilleur. Largement meilleur. J'en ai plus de souvenirs du 3. Faudrait que je revoie. Ça doit être le même scénario que le 2 au début du 3. Je le préfère largement, surtout qu'avec une fin totalement originale et super d'ailleurs défaitiste, Dark Fate quelque part. Avec le soulèvement des machines. En plus, moi, c'est pour ça que j'aime bien le 3 aussi, quelque part, même si je suis d'accord avec Meus, c'est contrairement au 1 et au 2 qui sont des chefs-d'œuvre, Terminator 3, c'est vraiment un film lambda, on va pas se mentir. Mais la bonne idée du troisième film, quand même, c'est d'avoir fait de Skynet quelque chose d'invisible. C'est encore plus menaçant. C'est un virus Internet qui va déclencher justement l'apocalypse, quoi. Et le fait de ne pas pouvoir l'empêcher, moi j'ai trouvé ça génial, justement. C'est super pessimiste, la fin de Terminator 3. Et sans parler de Terminator Renaissance, qui explore un peu un monde à la Mad Max, qui n'était pas dégueulasse, justement. À part peut-être une fin qui est expéditive et facile, je trouvais que le film était sympa, quoi. Et là, après, mais Genesis, Dark Fate, soi-disant les meilleures suites, ou selon James Cameron, puisque James Cameron, il faut le savoir, à chaque fois qu'il y a une suite à Terminator, même le 3 et Renaissance, c'est la suite digne de Terminator. Hein. Les mecs, voilà, ils s'en cachent même pas le côté producteur et compagnie. Ça devait en plus, normalement, impliquer un peu plus James Cameron, Dark Fate. On le ressent pas du tout. Non, du tout. Enfin bon, voilà, je voulais juste un peu... moi aussi mettre mon grain de sel à Terminator. Donc voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Terminator Dark Fate ou pas du tout? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Moi, pour mon deuxième film, du coup c'est encore à moi de parler finalement. Moi, c'est Project Power de Henry Just et Ariel Schulman, sorti le 14 août 2020 sur Netflix. Alors, ça parle tout simplement dans les rues de la Nouvelle-Orléans. La rumeur commence à circuler à propos d'une pilule mystérieuse qui libère des super-pouvoirs différents selon chaque personne. Le problème, impossible de savoir ce qui va se passer avant de l'avaler. Si certains se voient armés d'une peau à l'épreuve des balles, deviennent invisibles ou reçoivent tout simplement une force surhumaine, d'autres subissent une réaction mortelle. Mais lorsque la pilule fait dangereusement exploser le crime en ville, un flic s'associe avec une jeune dealeuse et un ancien soldat motivé par une vengeance secrète pour combattre le pouvoir par le pouvoir, en espérant bien sûr que la pilule le permettra de traquer et d'arrêter ceux qui l'ont inventé. Alors, pour le film, mélanger la drogue et super-héros temporaires, j'ai envie de dire sur le papier, pourquoi pas, mais en fait le film m'a laissé totalement sur le carreau, mais complet. Même Joseph Gordon-Levitt, il cabotine dans le film. Que dis-je? C'est même pas un film, pour moi c'est un téléfilm vraiment. On devine les répliques, l'histoire.
un ennui vraiment mortel, et en plus en termes de mise en scène, voilà, c'est plat. On sent que le film il a été tourné à la va-vite, et puis le concept n'est pas réellement mis en avant en plus. Ils en font rien. Vraiment aucune originalité. Jamie Foxx, il joue aussi bien qu'un comateux, et il est complètement absent et il transmet rien. Ah, vous m'entendez les gars? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Et du coup, j'allais vous demander, est-ce que vous avez vu le film, vous, de votre côté? Project Power. Non, pas du tout. Non. Non plus. Entendu tu m'avais parler montré un extrait? Ouais, je crois que tu m'avais montré un extrait, Gauthier, mais non, j'ai pas vu. Ça vous a pas du tout donné envie ou quoi que ce soit? De toute façon, désolé pour ma part, je suis un peu encore une fois sur mes a priori tout le temps, mais la plupart des films Netflix me font pas bander. Hein. Enfin, produits par Netflix, hein. C'est bien. Non, franchement, souvent, c'est vraiment du truc un peu, enfin, low cost, pas forcément dans les moyens, mais dans le rendu final, enfin, tu vois, ça me fait rarement bander, quoi, donc non, alors là, ça m'intéresse pas. Alors, il me semble que c'est une production Netflix, donc effectivement, quand c'est produit par Netflix, ça fait très téléfilm, mais je peux me tromper, hein. Dites-le moi en commentaire, j'ai pas vraiment, je m'étais pas renseigné par rapport à ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a des films, là je pense au 7 de Chicago, qui est sorti cette année, de Aaron Sorkin. Lui, il a été repêché par Netflix, c'est un film qui devait sortir à la base au cinéma, et là pour le coup, là ça vaut le coup de le voir. Ça dépend vraiment des productions Netflix. Mais là, celui-là, Project Power, si vous pouvez l'éviter, comme un jeu, voilà. Eh bien, on l'évitera. Bon, Joseph Gordon l'évitera alors dans ce cas. Oh, bien. Oh. On passe à votre premier flop. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Et votre film pourri de l'année, quel est-il? On commence par Gino? Non, attends. Alors donc, mon top 1 mon flop 1, du coup, pour l'expression, c'est le film Balle perdue. Donc ça fera plaisir à Meus. C'est un film sur Netflix justement que j'ai vu. Voilà, donc c'est un film français cette fois-ci. Le résumé, c'est Lino qui est un petit génie de la mécanique qui est recruté par la police pour neutraliser les go-fast. Voilà, ça va pas plus loin en termes de voilà, donc il se retrouve accusé d'un meurtre et tente de retrouver la seule preuve de son innocence, une balle perdue dans une voiture disparue. Donc déjà, rien que le scénar vous donne envie, j'imagine. Hein. Donc, dans les rôles, il y a Le Noir, Nicolas Duvauchel, Ramzy Bedia, Pascal Arbillot, Stéphie Selma. Enfin voilà, la distribution est, on va dire, assez bien pour un film d'action, on va dire ça comme ça, on va dire c'est correct. Mais le scénario, qu'est-ce qu'il est creux. Je me suis ennuyé devant ce film. C'est le genre de film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu un peu sur cette méthode, et notamment concernant les go-fast. Je trouve que je sais plus avec qui c'était, Croche Dizem, je crois, qui est un film de go-fast qui est assez sympa, plus sympa que ce Balle perdue en tout cas, ça c'est certain. Ou même, c'est un film que je mettrais aussi dans la catégorie de films que j'ai pu voir avec Le Convoi, où on a Rim Kéressi et Benoît Magimel qui joue dans ce film, que je trouve bien mieux que cette maudite Balle perdue. Voilà. Alors, donc je sais pas si vous l'avez vu. Par Olivier Marchal, hein, c'est ça. Hein. Alors, produit par Olivier Marchal, je saurais même pas te dire. Je sais même plus. Il me semble. Hein. Et donc oui, le réalisateur Guillaume Pierret. Ok, d'accord. Ouais, parce que je cherchais aussi en même temps, parce que je savais pas si c'était Olivier Marchal qui l'avait réalisé ou si c'était une production d'Olivier Marchal. Non, c'est pas lui qui l'a réalisé, ça c'est sûr. Voilà. Après, bon, peut-être avoir une fois, mais franchement, si vous pouvez voir d'autres films comme Le Convoi ou même Go Fast à la rigueur, qui est bien meilleur, jetez-vous plutôt sur ces deux films-là que Balle perdue. Alors, les acteurs sont bons. Je l'avais pas vu, hein, donc voilà. Le scénario est vraiment creux. Hein. Les acteurs sont corrects, hein, franchement, en passage, je peux pas leur enlever. Même Duvauchel est bon, pour dire. Mais c'est. Mais c'est. Le Noir qui est un cascadeur acteur. Hein. Voilà, c'est pour ça que. Oui, on sent que c'est pas un habitué des tournages, mais il se défend dans ce film. Donc, si je devais lui donner une mention spéciale, ce serait pour lui. Après. Ramzy dans le rôle d'un flic, je trouve que on est un peu trop sur la tendance où on a vu Joey Starr jouer le rôle d'un flic et maintenant c'est Ramzy qui le fait. Je trouve que c'était intéressant,
C'était un pour rester dans la thématique 2020. Après, voilà, il fait le job. Je pense que c'est surtout la direction d'acteur qui a été mauvaise le concernant, mais sinon, je pense qu'il a l'étoffe de pouvoir jouer un rôle d'un flic, mais dans un film un peu plus consistant sur le scénario et la mise en scène. Mais voilà, c'est vraiment le scénario qui fait défaut dans ce film. D'accord. C'est du convenu, c'est du déjà vu, c'est dommage, mais ça méritait mieux. Le trailer, si vous... non. Non, je t'en prie. Non, tu l'avais pas vu. D'accord. Voilà, si vous voulez vous faire un avis, regardez le trailer, c'est suffisant. Ouais, d'accord. Et toi, Meus, quel est ton film pourri de l'année, ou en tout cas la découverte pourrie de l'année? La découverte pourrie de l'année, et là je vais me faire beaucoup d'ennemis à mon avis, là, parmi les gens qui vont nous écouter. Je l'ai mis en premier parce que c'est souvent pareil, on met le flop aussi à hauteur de l'attente qu'on avait en amont, c'est souvent comme ça. Donc cette année je me suis lancé dans une nouvelle saga que je n'ai pas encore terminée, d'ailleurs je suis qu'au 4e opus. Cette saga en question c'est Harry Potter. Et donc sur la première marche du podium des flops, je suis peut-être un peu sévère. Sur la première marche, du coup, j'ai osé mettre Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le numéro 2, en l'occurrence, parce que pour paraphraser Antoine de 2 heures de perdu, il est putain de long, mais alors là, c'est le syndrome petit mouchoir, c'est-à-dire que le film, il dure 2h30, je te rabote 1 heure, je te fais le même film. C'est-à-dire que c'est chiant, le rythme, il est horrible. Enfin, il se passe pas grand-chose en celui-là. Il se passe pas grand-chose, et en plus, non seulement il se passe pas grand-chose, mais en plus, alors autant le 1, tu vois, bon, c'est pareil, c'est très enfantin, mais c'est la découverte de l'univers, voilà, tu te laisses immerger dans cet univers, mais ici, en termes de péripéties, c'est calqué sur le 1. Et tu vois, c'est réalisé par Chris Columbus, le 1 et le 2, et ben c'est le même syndrome, pareil, que Maman, j'ai raté l'avion. C'est-à-dire que c'est un peu le même scénar, tu vois, c'est-à-dire que c'est sympa, voilà. Mais on a parlé dans la dernière émission, justement, avec les deux, c'était le même film, en fait. C'est ça. Eh bien, là, c'est pareil pour Harry Potter 1 et 2. C'est Chris Columbus, c'est que c'est le même film, le 2, là, pour Harry Potter, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'il est encore plus long et plus chiant. Enfin, 2h30 pour ça, sincèrement, pour ce que ça raconte au final. Alors, je sais que l'adapter un livre, c'est jamais facile, tout. Faut essayer de mettre le maximum d'éléments, tout ça. Mais là, en termes de rythme, le problème, c'est que c'est assez inégal. D'ailleurs, c'est un reproche en termes de rythme que moi, j'ai vu que 4 films Harry Potter pour le moment. Je vais tâcher de finir cette saga dans les semaines à venir, là, mais c'est un défaut récurrent qu'on retrouve le rythme. C'est-à-dire que même dans le 4 que j'ai regardé, là, il y a une partie au bal, un peu le bal de l'école, etc. Pareil, c'est un peu long, ça tire un peu en longueur, un peu inutilement. Enfin, voilà. C'est un reproche qu'on peut faire dans d'autres opus, mais le 2, c'est vraiment violent. Ouais, là, moi, j'en pouvais plus. Franchement, là, pour dire, ce qui m'arrive très rarement, même, pour l'anecdote, j'ai réalisé avec Laura, qui adore cette saga et qui la copine, du coup, et qui l'avait déjà vue, tous les deux, on a même piqué un peu du nez devant le film. Si moi, m'arrive comme rarement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il y a juste, je crois, un élément qui est important dedans, mais ça tu le verras par la suite, parce qu'il y a des personnages qui vont devenir récurrents par la suite. Mais c'est vrai que la Chambre des Secrets, et c'était le même syndrome avec le livre, bien sûr, où en fait j'avais l'impression que l'auteur des livres en fait ne savait pas où elle allait encore. Elle se cherchait, elle était encore dans l'univers, c'était un peu de la redite avec ce deuxième bouquin. Et c'est qu'à partir du 3 où effectivement ça commence à devenir un peu plus noir, un peu plus dark, un peu plus sérieux, un peu plus dans l'histoire aussi, en ayant une véritable trame par la suite. Il y a même un petit coup de mou au niveau du 4e opus, la Coupe de Feu, puisque comment c'est plus une compétition qu'un film finalement. Et après on rentre vraiment dans le vif du sujet. On sent qu'on va avoir une finalité un jour avec cette saga. Donc c'est vrai que le 2e opus, oui, je suis d'accord avec toi, c'est le ventre mou de la saga. Ah ouais, mais ventre mou, il arrive dès le 2e, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, oui. Mais bon, après, c'est pas. Enfin, je suis sévère en le mettant premier, mais c'est juste que c'est un univers que je découvre, comme je le disais, que je demande qu'à apprécier. Mais c'est vrai que là, juste sur ce 2e film, c'est vrai que j'ai trouvé ça encore une fois inutilement long, mais comme je dis, syndrome petit mouchoir, c'est un film qui dure 2h30, mais par rapport à ce qu'il raconte concrètement, je parle vraiment du film, parce que l'adapter, encore une fois, c'est jamais facile l'adaptation, mais il pouvait raboter 1 heure et on aurait eu un bien meilleur film, en tout cas beaucoup plus rythmé et agréable à suivre.
Donc voilà, c'est pour ça, c'est aussi par rapport à l'attente suscitée en amont que je l'ai mis en première marche de ce flop. Et Gino, toi, tu l'avais vu Harry Potter? Oui, la saga, je l'ai vue entièrement. C'est aussi une saga que j'ai découvert sur le tard, donc pas aussi tard que toi, que j'ai peut-être découvert il y a 4-5 ans, 6 ans peut-être au maximum, mais c'était pas une saga en fait à sa sortie qui m'emballait énormément. Je l'ai quand même découvert sur le tard et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. C'est peut-être pour moi la génération de ce début de siècle, pour moi la saga, on va dire, majeure, on va dire, avec Le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être la saga majeure de ces années. Ouais. Et on va dire au box-office, tout ça, on est bien d'accord. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, c'est sûr que ça va à chacun, on est bien d'accord. Mais pour te rassurer, Mus, nous, avec l'âge avançant, on est bien d'accord. Je pense que tu vas apprécier d'autant les 4 derniers épisodes de la série, car ils sont un peu plus sombres, on va dire, dans l'esprit, un peu plus matures. Parce qu'il y a aussi le fait que c'est aussi une prouesse d'avoir réussi à garder quand même au moins on va dire quasiment l'ensemble des acteurs sur la saga entière. Ouais. Donc forcément, ils grandissent, ils évoluent, ils mûrissent. Donc leur jeu aussi a dû évoluer au fil des années. Et là en plus, tu as fini le 4e, tu disais, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc là, tu as vraiment vu l'arrivée de Voldemort et donc forcément, là, tu verras que ça va commencer à devenir beaucoup plus sombre, justement. Et je pense qu'en effet, le 2, La Chambre des Secrets, pour en revenir à ce film-là, moi, j'avais apprécié, mais sans plus. Voilà, c'est clair que ça reste. Je trouve que que les 2 premiers films de Columbus était très bien pour adapter, je trouve, l'œuvre au cinéma et en faire vraiment quelque chose, presque un conte enfantin. C'était une destinée aux enfants, de toute façon, Harry Potter, les premiers livres. Donc, je trouve que ça, là-dessus, il a fait un très bon travail qui plante vraiment le décor. Et je trouve que ça, c'est réussi. Parce qu'après, tu t'imprègnes de cet univers, entre guillemets, magique, tout ça. Donc, je pense que tu vas être agréablement surpris. De toute façon, pour en discuter à l'avenir, savoir quel est ton ressenti sur la saga. Ça peut ne pas te plaire, comme ça peut t'enchanter tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je te dis que j'ai beaucoup aimé Harry Potter pour son œuvre globale. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des films forcément plus faibles que d'autres. Et La Chambre des Secrets, en effet, et par rapport à l'ensemble de la saga, est un des plus faibles. Voilà. Je pense qu'il y en a un autre qui est tout aussi faible dans les 4 derniers, mais je te laisserai découvrir ça. Mais enfin, ça n'est que mon avis personnel. Voilà. Après, tu peux très bien penser le contraire. Wait and see. Voilà. Donc, je te laisse découvrir cette saga qui mérite d'être vue. Il faut quand même la mettre. Je pense que tu es d'accord avec moi, Gauthier. Oui, moi, c'était. Alors, j'ai eu un petit problème aussi au niveau du 2, parce que du coup, je suis pas allé voir le 3e au cinéma, ni d'autres opus, à cause du 2e, en fait. Parce que je fais, là, en fait, quand j'ai vu le 2e, je fais, non, mais en fait, c'est pas pour moi. Un peu le même syndrome avec le Hobbit, où je me suis dit, non, c'est pas pour moi. c'est un peu la même idée, c'est super chiant, c'est même pas, voilà. Et en fait, j'ai vu le 3e un peu plus tard par la suite, et le 3e, Alfonso Cuarón, on a changé de réalisateur carrément pour cet épisode-là, et on a extrêmement bien fait. C'est là que j'ai vu la différence, et j'ai fait, non, en fait, finalement, la saga peut être pas mal. Je vais redonner une chance à la saga, et c'est comme ça que j'ai pu revoir la saga entière grâce au 3e film. Mais c'est vrai que le 2, moi, il m'avait carrément coupé l'envie d'aller voir les autres. Et puis un truc Mus, qui te mettra tout de suite dans l'ambiance, plus les films avancent, plus tu verras que tu seras mis dans l'ambiance directe des films de plus en plus sombres, rien qu'à l'apparition des logos Warner. Rien que ça, déjà, ça te met dans l'ambiance. Tu verras, on en discutera, mais déjà, ça annonce un peu le ton. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je vais donner aussi mon premier film, je pense. On peut oui, tu peux. Pour moi, c'est pas le film le plus pourri de cette année, mais ça reste dans le ton, dans le sens où moi, ça m'a un peu énervé quand j'ai vu le film, presque autant que le premier film dont il est tiré. Ça s'appelle Bird of Prey de Cathy Yan, sorti le 5 février 2020. Alors,
Pour la petite histoire, hein, lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique, d'ailleurs pour le plus abominable on va y revenir, de Gotham et son fidèle acolyte Zsasz décide de s'en prendre à une certaine casse, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Le parcours de Harley, de la chasseuse Black Canary ou de René Montoya se télescope et ce quator improbable n'a que d'autre choix de faire équipe pour éliminer Roman. Donc ça c'est pour la petite histoire. Donc c'est la suite de Suicide Squad, ou en tout cas ça fait partie du DCU comme il l'appelle. Et tout comme cette merde de Suicide Squad, Cathy Yan n'a rien compris au personnage, ni à Gotham, ni à l'univers Batman. Je vais citer un exemple, ça va être plus... Voilà, un exemple flagrant. C'est le personnage de Harley Quinn, d'accord, qui normalement s'est évadé de prison à la fin de Suicide Squad, je le rappelle. C'est une grande criminelle à Gotham, elle fait quand même équipe avec le Joker, peu importe s'ils soient séparés, ça reste une grande criminelle. Et ben dans le film, elle se balade dans les rues, en plein jour, sans se soucier ou de s'inquiéter de la police. Elle fait ses courses, normal. Putain, mais... Ils ont lu au moins les BD ou les comics avant de vous faire le film. Enfin, je comprends pas. Et le pire, c'est de voir cette réalisatrice de dire publiquement que si les gens n'ont pas aimé son film, c'est parce que ça a été réalisé par une femme. C'est autant crédible que de dire c'est la pression de la société qui m'a rendu obèse. Non mais enfin, je veux dire, Cathy Yan et donc c'est Christina Hodson, scénariste, n'ont pas du tout étudié le personnage, ni étudié l'univers de Batman. Même Margot Robbie, qui je rappelle est productrice sur le film, bah, on a l'impression qu'elle s'est perdue en chemin. Sans parler de Ewan McGregor qui revisite un bon personnage de comics, mais qui fait l'exact opposé de Tommy Lee Jones, enfin l'exact opposé du personnage, tout comme Tommy Lee Jones avec son double face dans Batman Forever. Voilà, c'est vraiment de la merde, hein, faut le dire. Vraiment, vraiment. Et puis bon, là ça c'est que des exemples dans le film, mais ouais, Gotham est filmé 80% en journée. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, dans les comics, même dans les comics, on voit pas trop ça, quoi. Il y a des phases de jour, bien sûr, mais c'est assez rare. Alors, ma question aussi, hein, de la même façon, est-ce que vous avez vu Bird of Prey ? Non, je n'ai pas vu ce film, tout simplement parce que tu l'as cité dans ta brillante démonstration, c'est Suicide Squad. Déjà, j'ai perdu du temps avec ça, et je t'avoue que ça m'a pas donné du tout envie d'aller voir Birds of Prey, mais alors absolument pas. Forcément, quand il passera à la télé sur Canal, tout ça, je regarderai par curiosité, mais je pense que j'avais mieux à faire que d'aller au cinéma voir ça, tout simplement. Et toi, Meus ? Je disais donc que non, je ne l'ai pas vu, tout simplement parce que j'ai un amour-propre et que je ne peux décider. Non, mais pareil que Gino, c'est-à-dire que... Je crois qu'on a été vaccinés par... mais avec le Suicide Squad, voilà, enfin rien que ça, voilà, puis comme tu dis... ils en ont rien à foutre de la cohérence. Là, encore une fois, c'était juste pour passer un message politique. Girl Power, on fait un film fait par une femme pour les femmes, enfin pour les femmes, avec des femmes. Aussi femme. Hein, ouais, tu vois, c'était juste ça en fait, mais oui, enfin, c'est très bien, mais ça fait pas un bon film et c'est pas un argument marketing. Ça, je veux dire, on va voir le film pour sa qualité au niveau du scénario, du jeu des acteurs, etc. Là, enfin, autant j'adore Margot Robbie, mais je veux dire, et même les autres actrices en soi dans l'absolu, mais on voit d'emblée, enfin, moi, dès la bande-annonce, j'ai su quelle qualité m'attendre. Je l'ai pas vu, en fait, je vais pas juger sur le film en tant que tel, vu que je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le voir, clairement, et peut-être qu'un jour, quand je serai d'humeur un peu masochiste, je me lancerai, mais voilà. En tout cas, dans l'immédiat, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est des films qui font tâche dans la jeune carrière de Margot Robbie quand même, quoi. Ouais. Elle est productrice, hein. Oui, en plus, ce que disait Gauthier. Mais c'est vrai que Harley Quinn, c'est un personnage fort dans les comics, dans la saga Batman, ce genre de choses. Et comme tu dis, est-ce qu'ils ont compris quelque chose au film ? Non, ils en ont fait un attrait sexuel, on va dire, hein, c'est tout. Voilà, ils ont pris, ils en ont fait, ils ont détourné moins que dans. Ça, je pense que c'est fait exprès d'ailleurs parce que
vu que pareil, ça a été très très critiqué dans Suicide Squad. Là, elle est beaucoup plus habillée, elle est beaucoup plus voilà. Encore moins d'intérêt du coup. Non mais c'est même pas le problème du film. Enfin, qu'elle soit plus habillée, je m'en fous en fait. C'est juste l'histoire. Non mais je trouve que elle était raccourcie à ce rôle en fait quoi. Voilà, c'était plus ou moins ça. Et la folie était un peu mal jouée, je trouvais à mon sens. Et je trouve que Margot Robbie, pourtant une excellente interprète, hein, quand tu vois dans des films comme Diversion ou Le Loup de Wall Street, que ce sont les deux qui me viennent en tête, je la trouve. Diversion était très 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 nulle hein, dedans au passage. Bah, j'ai trouvé bien moi dans Diversion. Ah non, c'est. Je suis pas d'accord, tu vois. Ouais, j'ai trouvé bien. Moi, j'ai trouvé bien, tu vois. C'est ouais non, tu vois, on n'est pas d'accord là-dessus. Will Smith qui fait ses têtes de chien battu. Pourquoi il fait la même tête que dans Je suis une légende. Il a rien perdu, le gars. Hein. Il fait ouais, mais ça a bien marché dans La Recherche du bonheur, donc maintenant j'ai joué tout le temps comme ça. Oh, mais pourquoi t'es un arnaqueur, mec? Pourquoi tu fais ta tête de chien battu? Bon, il en est pas au point de Christian Bale quand même. Mais... Très va de jeu. On plaisante. Bonne année à tous. Donc oui, voilà. Bon, enfin bref, vas-y, continue, Gino. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Ok, eh ben on va pouvoir passer au top de l'année. Sachant que je vais préciser quelque chose aussi également. Si vous avez vu ma vidéo sur les tops de cette année, vous allez voir, je vais me répéter beaucoup puisque effectivement c'est les 3 mêmes que vous avez vu dans mon top 5. Donc même au niveau de ce que je vais dire, je vais forcément redire à peu près la même chose. Donc voilà, ça c'était pour ma petite aparté. On va commencer avec le 3e film que vous avez préféré cette année, découverte ou sorti en 2020. On commence par toi, Gino. Ouais, alors pour la petite précision hein, sur les tops, comme on disait, c'est pas que des films qui sont sortis en 2020, on le rappelle quand même. C'est des films que j'ai découverts, moi, à titre personnel, cette année. Donc, ils seront peut-être un petit peu plus anciens que l'année 2020, mais je les ai découverts cette année. Pour faire donc mon film numéro 3, pour moi, c'est cette fois-ci quand même un film que j'ai vu sur Netflix, qui est une production Netflix de mémoire. Et c'est The Highwaymen, donc un film de John Lee Hancock avec Woody Harrelson et Kevin Costner. Et en gros, l'histoire, c'est la traque par les Texas Rangers, pas Chuck Norris, un mus, hein, mais de Frank Hammer et Manny Goat, les Texas Rangers dans les années 30 qui ont traqué les fameux criminels Bonnie et Clyde. Pourquoi j'ai bien aimé ce film? Déjà de base, moi je suis assez fan des films d'époque. On va dire, notamment ceux qui se rapprochent un peu de la typologie un peu western, un peu. Mais là, c'est pas vraiment du western pur et dur, mais voilà, les fusils, les grands espaces, le Texas, tout ça, moi, ça. C'est un peu filmé comme ça, hein, d'ailleurs, dans le film. Hein, on est d'accord, un petit peu. Et moi, qui aime aussi un peu l'histoire, je voulais aussi voir un peu qu'on me raconte un peu cette traque de Bonnie and Clyde, parce qu'on en entend parler. Par beaucoup de biais. Ouais, il y a plusieurs films d'ailleurs là-dessus où c'était plus le point de vue de Bonnie and Clyde que justement. Tout à fait. En fait, c'était des gens qui étaient adulés hein, par le public. Exactement. Alors que pourtant, c'était voilà, des voleurs et compagnie. Donc là, dans le film, ce qui est intéressant, je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est que justement, ce soit le point de vue des Texas Rangers. Les Texas Rangers, tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je trouve que le duo Kevin Costner-Woody Harrelson fonctionne super bien. Et c'est une des raisons aussi que j'ai beaucoup aimé ce film. Et je trouve que voilà, c'était pas un film sur lequel je misais beaucoup. Et j'étais très agréablement surpris. Donc après, on pourra me dire que c'est de la merde, ce genre de choses, chacun diverge. Mais ça a été un petit coup de cœur. Ça a été un petit coup de cœur pour moi. C'est pas le meilleur film du monde, ni de tous les temps. On est d'accord là-dessus. Mais un plaisir coupable. Voilà. Si je sais pas si c'est un plaisir coupable. Si t'as bien aimé, t'as bien aimé. Enfin, oui. Je préfère le dire comme ça quand même, voilà. Mais c'était une agréable surprise. Est-ce que tu l'as vu, toi, Mus, ce film? Non du tout, mais c'est vrai que ça me donne envie de le voir parce que rien que le casting est plutôt sympa de base. Et puis c'est vrai que l'histoire de Bonnie and Clyde, moi je connais pas beaucoup, je dois être honnête, donc je me dis ça peut vraiment être sympa de découvrir ça aussi
sous forme de film, quoi, tout simplement. Donc, pourquoi pas l'occasion. Et puis là, je fais juste appel à ma mémoire, mais tu vas peut-être me confirmer, Gauthier, ou me contredire. Mais il me semble que justement, de fait de ce qu'on est sur le point de vue des Texas Rangers, Bonnie et Clyde, on ne voit leur visage que très peu de fois, ou quasiment pas du tout. Et c'est ça qui est top en plus, c'est que ils restent mystérieux, super secrets, et donc c'est en ça que le film les rend davantage beaucoup plus dangereux, et qu'il y a cette qu'on comprend pas quand on regarde ce film-là à proprement parler, la fascination des gens pour ces voleurs, ces meurtriers, tout ce qu'on veut, alors que, comme tu le signalais, beaucoup d'autres films, justement, en faisaient la glorification de ce couple, entre guillemets, maudit. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ce qui était... Alors, il y avait autre chose aussi qui était intéressant, je crois que c'était la personnalité des Texas Rangers. Voilà, exactement. Puisqu'on avait Woody Harrelson qui était très précaire dans le film. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais eu de bol au niveau de l'argent. Et quand il voit justement les gens glorifier des voleurs qui n'ont pas mérité quelque part cet argent, ça rend le combat encore plus intéressant de leur part. Glorifiés comme des stars justement, et aujourd'hui avec rien, avec un smartphone, on peut devenir une star. Donc c'est vrai que justement ça c'est intéressant par rapport à l'époque de voir justement quelles stars ils étaient à ce moment-là. On glorifiait des voleurs, alors ça pose vraiment une question éthique justement, et le film le fait plutôt bien, je trouve. J'ai juste un défaut à lui reprocher, je l'ai trouvé incroyablement et inutilement long. Voilà, c'est vraiment... Oui, ça je m'y attendais à ça, en effet, comme argument contre ce film, et je le comprends. À titre personnel, je l'ai pas trouvé excessivement long parce que j'étais embarqué par, comme je te disais en introduction, c'est vraiment le genre de film que j'aime, c'est les univers que j'aime que le réalisateur m'embarque. Donc là-dessus, moi, ça m'a plu, voilà. Mais pour une personne qui n'est pas embarquée autant que moi, je comprends que le film soit long, tout à fait. Ça, là-dessus, je l'entends parfaitement. Et je trouve que justement qu'il y ait Kevin Costner dans le film, ça m'a rappelé un autre film qu'avait fait Clint Eastwood avec lui. Ça s'appelait Un monde parfait, qui est sur une traque aussi. Et là, c'était lui qui était traqué pour le coup. C'était pas Ilona Mitrosé qui avait fait ça? De quoi? C'était pas. C'est possible. Mais oui, ça me faisait penser un peu à ce film-là, justement. C'est filmé un peu pareil. Bon, c'est pas Kevin Costner qui l'a réalisé, le film, mais c'est vrai que c'était intéressant, justement, d'avoir un peu le même rythme, d'ailleurs. Même si je préfère Un monde parfait, bien sûr. Mais le film est intéressant tout de même, mais voilà, comme je disais, un peu long. Je comprends. Okay. Quel est ton troisième film podium, Mus? Alors moi, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Gino, c'est-à-dire que c'est un film donc, de 2020 pour le coup, mais en soi, c'est pas un grand film, mais c'était plutôt pareil, j'en attendais rien, c'était plutôt une bonne surprise, j'ai passé plutôt un bon moment devant. Donc le film en question, c'est Greenland, c'est avec Gerard Butler et je ne sais plus le nom de la brune là, qui joue dans I Met Your Mother et dans Deadpool, la copine de Deadpool. D'accord. Elle est créditée comme ça au générique, la copine. C'est ça. Non mais là, j'ai plus son nom, je me rappelle plus trop, je l'ai plus trop en tête. Je vais essayer de chercher pour toi. Mais et comment? C'est Morena Baccarin. Ah bah voilà. Bravo. Et donc bon, c'est un film, tu vois, catastrophe. Voilà, bon, comme on en a vu plein, mais il y a évidemment, comme dans beaucoup de films de ce genre, il y a quelques clichés sur les bords, mais ça va. Je veux dire, tu passes un moment devant, tu te fais pas chier. Les auteurs jouent plutôt bien, etc. Donc, c'est à voir une fois, tu vois, mais tu te fais pas chier devant, tu passes un moment, c'est un divertissement honnête, tout simplement. Et du coup, je trouvais ça plutôt agréable. Voilà. Surtout que je l'ai vu, c'était en vacances, du coup, mois d'août. Oui, il est sorti en août. Juillet, août, je sais plus. Ouais. Et rien que pour ça aussi, ça faisait plaisir de retourner au cinéma. J'étais pas allé depuis le début de l'année. Et du coup aussi, ça, voilà, je me suis dit, j'ai passé un bon moment devant, un bon divertissement. Donc, je me suis dit, voilà, je l'ai noté aussi pour le contexte, quoi. Le fait de retourner au cinéma aussi, c'était plutôt sympa aussi. On fera ça quand ça réouvrira d'ailleurs les cinémas, c'est que je pense qu'on sera beaucoup moins exigeant sur le film qu'on ira voir juste parce que c'est le plaisir de retourner en salle. Et, ouais, c'est ça.
C'est ça. Toi, tu passes un bon moment devant, voilà, déjà, tu sais, tu en as pour ton argent, tu dis, bon, voilà, je me suis pas ennuyé, ça m'a diverti, c'est le principal. J'ai pas eu de bol, moi, c'était Tenet. Ah ouais. Tu es avec un autre crâne, j'ai pas compris. Comme ça, on ira voir tous les trois Space Jam avec LeBron James. Oui, voilà. Quel retour. Formidable. Alors, donc, moi, au passage, j'ai pas vu. C'est Greenland, hein, c'est ça, hein, c'est ça, ouais. J'ai pas vu Greenland. Pourquoi pas aussi, Gérard Butler, je suis pas fermé, donc ouais. Bon, après, non, mais après, voilà. C'est vraiment à voir une fois, tu vois, mais c'est pas du tout. Voilà, c'est un divertissement honnête. Et si t'aimes les films catastrophes de fin du monde, bah voilà, tu t'apprécieras, je pense. Voilà, c'est juste valeur. Ouais, moi non plus, je n'ai pas vu Greenland. Il y avait Green Book que j'ai découvert cette année, mais qui ne fait pas partie de mes, qui ne fait pas partie de mes tops pour cette année, mais qui était un excellent film et que je recommanderais bien évidemment, ça c'est certain. Et tu parlais de Gerard Butler, un autre film que j'ai découvert cette année et que j'avais pas vu et qui est très ancien, c'est 300 par exemple, que j'ai jamais vu et que j'ai découvert cette année et qui est aussi une super surprise pour moi, voilà, à titre personnel. Voilà, c'est quelque chose que j'ai été agréablement surpris, mais ça ne fait pas partie de mes tops. Non, c'est vrai qu'après l'original, rien que sur le plan graphique, sur le plan visuel, il est déjà voilà. Tout à fait. Mais entre les deux, je recommanderais plus Green Book que 300. Green Book, vraiment super histoire et c'est génial. Et Green Lantern également. Non merde. Il y avait Taika Waititi dedans. Et c'est Green. Oui, exact. C'est la vie de Ryan Reynolds. Exact. Ouais. C'est Super Green, Corben. Super Green. Oh putain. Ouais, non, c'était malaisant ça, Green Lantern, le méchant, tout ça. Enfin bref. Du coup, moi, le troisième film. Déjà, je vais commencer. Ton top 3, pardon. Excuse-moi. C'était Les 7 de Chicago, et pourtant, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui a été repêché par Netflix, qui parle de la manifestation en marge de la Convention démocrate en 1968 et tourne à l'affrontement, et ses organisateurs sont accusés de conspiration et d'incitation à la révolte. Donc c'est un film de procès réalisé par Aaron Sorkin, qui a écrit le film également, donc c'est un film d'auteur. Du coup, ce film, en fait, alors c'est le genre de film où tu te fais vraiment pas chier, pourtant c'est un film de procès, on pourrait croire que, mais c'est vraiment très très intéressant. Par contre, il a un petit défaut quand même, malgré tout, c'est un film vachement orienté démocrate, et qui sort, on va pas se mentir, au moment où il y a l'élection présidentielle, voilà, et avec Sacha Baron Cohen, bien évidemment. Donc cette fois-ci, en fait... le formidable acteur de l'horrible film Bruno. Bruno, voilà. Borat 2 aussi, qui était, pareil, très orienté démocrate, mais qui est vraiment excellent. Donc, voilà, malgré que son histoire se situe à la fin des années 60, début 70, il faut reconnaître vraiment son miroir évident sur l'Amérique de 2020. Les dialogues sont puissants, ça résonne dans le tribunal. Bref, c'est un grand film de procès, assurément, et ça demeure, en plus d'un miroir d'actualité, on en ressort même peut-être avec une œuvre universelle. Voilà. Les acteurs, en plus d'être bien impliqués, ils sont bien dirigés. Je ne savais pas ce que quand même Aaron Sorkin donnait en tant que réalisateur et en direction d'acteur. Écoutez, c'est une bonne surprise, vraiment une très bonne surprise. Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton... non, sans faute sur le film, vraiment. On en ressort, surpris, parce que moi je m'attendais pas à un bon film comme ça, surtout de la part de Netflix, sorti en plus directement sur Netflix, donc vraiment excellent. Est-ce que vous l'avez vu ou entendu parler, Gino? Non, je n'ai pas vu ce film. D'accord. Mais par contre, il fait partie des films que je compte bien rattraper de cette année, ouais, en effet. Et toi, Amos? Alors, bon... excusez-moi, j'étais encore en mute, désolé, je m'étais coupé. Je disais donc... Le mutant. Mute, et en plus, il n'écoute pas, l'enculé. Alors, je disais donc, est-ce que tu as déjà vu les 7 de Chicago? Voilà, c'était ma question. Absolument pas, et pour être honnête, en plus, j'en avais même pas entendu parler, je me suis même pas renseigné sur le sujet, donc non, absolument pas. Bon, en tout cas, je vous le conseille, si ça peut vous donner envie de le voir.
Et bon, on va passer au top 2. Du coup, Gino, à toi. Alors, le top 2 des films que j'ai découvert cette année, donc c'est encore un film qui n'est pas de 2020 mais de 2019, c'est Le Mans 66. Le Mans 66 qui raconte l'histoire des constructeurs Ford et Ferrari dans les années 60 qui se livraient une guerre sans merci. Et Ford souhaite concurrencer Ferrari dans la course automobile et notamment sur les fameux 24 heures du Mans. Donc il y a Christian Bale qui est très bien dans ce film, Matt Damon et John Bertal. Voilà, donc en gros on nous parle quand même de deux personnes qui ont révolutionné le sport auto, Ken Miles et Carroll Shelby. Donc Carroll Shelby qui a développé la voiture pour Ford, qui a donné notamment les Ford 500 GT Shelby pour les amateurs de Gran Turismo et autres qui sont passionnés de course automobile. Donc pourquoi ce film? Je trouve que pour un film qui parle de course automobile, ce n'est pas un film qui est omnibulé par ça et qui raconte les enjeux aussi de deux grands constructeurs mondiaux de l'automobile, leurs divers enjeux, leurs différents objectifs qui leur sont propres. Et il y a en parallèle de ça l'histoire de Ken Miles interprété par Christian Bale, et de Shelby, qui sont entremêlés à l'histoire et c'est formidablement réalisé. Moi je trouve ça génial et quand on ne connaissait pas forcément l'histoire de ces deux personnages, on est pris vraiment par le scénario. Moi j'ai trouvé que c'était un super film et qui s'ouvre à tous. Il ne faut pas être forcément passionné d'automobile pour regarder ce film. On nous explique tout assez clairement. Moi étant fan de ce genre de sport, j'étais très à l'aise, mais une personne qui est novice le sera tout autant. Voilà. Est-ce que vous avez vu Les Mans 66, vous les gars? Alors, je commence. Du coup, j'avais fait une vidéo, moi, dessus. Du coup, oui, j'ai vu le Mans 66. Donc, c'est James Mangold à la réalisation, voilà, j'avais oublié de le préciser. Logan, entre autres. J'étais surpris parce que c'est surtout Meus justement qui m'avait incité à y aller. Donc Meus aussi a vu le film parce que je comptais vraiment pas aller le voir, Le Mans 66. Bon bah voilà, ça ne parlait pas plus que ça, malgré qu'il y a un bon casting, hein. On a Christian Bale quand même, c'est pas rien, et puis Matt Damon. Mais sur le coup, voilà, j'étais pas plus emballé que ça. La bande-annonce était bien rythmée par contre. Quand j'ai su que c'était James Mangold plus Meus qui m'incitait à y aller, j'ai dit allez pourquoi pas, et je suis sorti mais j'étais à fond. Alors pareil, j'y connais absolument rien en automobile, en course automobile et compagnie. Je connaissais même pas l'histoire des éléments et des personnages. Écoutez, non, j'étais à fond dedans et même quand je comprenais pas, c'est pas grave, j'étais transporté par l'histoire. C'est un très bon film et il faisait partie aussi du top de 2019 pour ma part. Ce que j'avais peur, c'était que ce soit par contre un film qui soit un peu pas un reboot, mais un copier-coller, on va dire, modernisé du film qui s'appelait Le Mans avec Steve McQueen, d'un film des années 70. Mais au final, non, on est vraiment là sur l'histoire, l'histoire réelle entre les deux constructeurs. Ce sont vraiment des personnages qui ont existé, qui ont vécu ces événements. Donc, c'est en ça que le film est d'autant plus intéressant. Et je trouve que le fait de ne pas être omnibulé par la course automobile apporte une valeur ajoutée à l'histoire, complètement. Et toi, comme tu m'y avais incité à y aller, j'imagine que tu as beaucoup aimé. Quoique tu as pu faire une blague. Non, mais pareil, comme toi, très bonne surprise. Je ne suis pas très calé en course automobile et c'est vrai que c'est rythmé, c'est plaisant à suivre. Tu vois, on voit bien la rivalité entre les deux constructeurs et puis on prend plaisir à suivre nos deux personnages, hein, Christian Bale et Matt Damon. Et franchement, c'est vraiment bien à tout niveau. C'est un vrai bon film, pour le coup, un bon divertissement. Pareil, on sent les sensations de la course, quelque part, moi je les ressentais vachement. J'étais à fond dans le film. Et, vraiment bien, tu vois. Et c'est un film, pareil, je pense que, on verra selon les occasions, mais si je dois acheter, ce sera en Blu-ray 4K, je pense, histoire de. Pareil. C'est un film récent comme ça, qui est bien filmé et tout.
histoire d'en profiter au maximum. Non, franchement, une très bonne surprise et ouais, un super film qu'on conseille donc tous les trois, en l'occurrence. Tout à fait. Et bien du coup, on passe à Meus pour son top 2. Ouais, alors top 2, pour le coup, c'est un film en soi que j'aurais pas pensé plébisciter, mais c'est un des rares films que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma, du coup, en 2020. Donc c'était en tout début d'année 2020, parce qu'il est sorti en février chez nous, en fin d'année 2019 aux États-Unis. C'est le film Darkwater avec Mark Ruffalo. Donc en soi, c'est pas mon genre de film, je pense pas le publicité, tout simplement parce que on peut dire quelque part que c'est un peu un biopic. Hein. Ça raconte quand même, ça raconte voilà, le parcours, enfin le combat qu'a mené un avocat face à une grande firme américaine. Donc bon, sur tout le scandale par rapport au téflon et compagnie qu'on trouve dans nos poils, tout ça. Oui. Et c'est vrai que voilà, moi les biopics de base c'est pas forcément ma came, mais c'est un film que je dirais que je verrai qu'une fois sincèrement parce que voilà, une fois que tu as vu l'histoire, bon, il y a forcément d'intérêt à le revoir en soi. Par contre, c'est un film super bien parce que c'est super bien raconté. Enfin, le parcours du mec à la base qui n'est pas concerné, qui se fait appeler par comment dire, un agriculteur qui connaissait, enfin qui est issu de sa ville natale, etc. Donc, et qui l'emmène dans cette affaire. Et enfin, c'est franchement, voilà, je connaissais pas du tout l'histoire pour être franc, et c'était super bien raconté, super intéressant, et ça mérite d'être vu en tout cas, ne serait-ce que pour le scandale qu'il y a eu derrière, hein, qui nous concerne finalement tous, hein, parce que le téflon, voilà, on n'en parle pas, mais derrière les effets. Il faut rappeler aussi dans le film, hein, c'est aussi raconté que ça faisait partie à la base de leurs clients. Oui, exactement, la firme en question qu'ils attaquent, ça faisait partie des clients qu'ils avaient. Et c'est vrai que moi je connaissais pas non plus l'histoire en question. Je l'ai rattrapé en fin d'année, hein, celui-là, et j'ai trouvé ça génial. Enfin, génial. Encore une fois, c'est pas le film voilà, qu'on va revoir. Oui, non. C'est ça. Encore une fois, c'est presque même un film comme Les 7 de Chicago. Hein, c'est presque un film de procès hein, quelque part. Oui. On suit un avocat. Là, moi, ce qui m'avait choqué le plus, c'est surtout l'histoire des agriculteurs qui plébiscitent Mark Ruffalo pour les aider à combattre cette firme, qui ont vu leurs bovins se faire empoisonner au fur et à mesure. Et tu vois toute la ville qui ont les dents noires. Personne, enfin, c'est ça qui est fou en fait dans cette histoire, c'est assez dingue en fait. Et plus tu fais des recherches sur le truc, plus tu te dis mais en fait ça s'est vraiment passé quoi. Les fameuses photos où tu vois les gens, les passants avec des dents noires, mais personne fait quoi que ce soit. Comme ça donne des emplois, cette fameuse société donne des emplois, bah, et cette société aide beaucoup la ville, bah, tout le monde ferme sa gueule. C'est ça qui est fou en fait. Et encore aujourd'hui, il y a encore des procès. C'est ça qui est génial en fait, que l'avocat plaide au tribunal pour aider encore des personnes qui sont encore empoisonnées à cause du téflon. Donc c'est assez incroyable. Assez incroyable. Tim Robbins, c'est génial. Anne Hathaway aussi. Ce que je reproche un petit peu, allez, si je peux me permettre, c'est la VF qui était pas terrible. Ah, je l'ai vu en VO, moi, pour le coup, donc c'est peut-être pour ça que je précise que la VF est... Si vous pouvez le voir en VO sous-titré, vraiment, c'est mieux. Voilà, c'est juste une petite recommandation. Et toi, Gino, est-ce que tu as vu le film, non ? Non, je n'ai pas vu ce film. J'ai failli le regarder hier, et c'est un film qui me tente beaucoup pour avoir lu le synopsis proposé par Canal. Par contre, de la manière dont j'avais lu le synopsis, j'avais l'impression d'avoir une histoire un peu à la Erin Brockovich, on va dire, dans la recherche d'éléments. Voilà, c'est un peu justiciable, ce genre. Enfin, tu vois, un peu le film d'enquête grand public, comme il y a quoi d'autre, Spotlight, qui est un peu dans ce genre de choses où on suit une enquête un peu. Ouais. Et c'est en ça que le film m'intéresse beaucoup. Donc, c'est un film que je vais très rapidement regarder pour j'imagine, être aussi embarqué que vous sur le scénario. Il y a de fortes chances. Voilà. Ça fait partie des films que je dois voir cette année. Enfin, je vais préciser quand même, à mon sens, c'est un film, encore une fois, tu vois qu'une fois par contre. Hein. C'est pas un film où tu dis, ouais, c'est génial. Enfin, tu vois, c'est un film où l'histoire est intéressante à connaître, à suivre. Mais voilà, après, c'est pas du divertissement. Oui, ça fait un peu comme Spotlight, j'ai beaucoup aimé, c'est pas pour autant que je vais le regarder tous les trois jours, tu vois, on est d'accord là-dessus. C'est ce syndrome-là, ouais, c'est un peu, enfin, comme Spotlight. Par contre, quand ça passe dans les deux. Il est abonné à ces rôles-là, et je pense qu'il le fait bien, tout simplement, comme dans Spotlight, il est très bon.
D'ailleurs, je trouve que dans Dark Waters, il s'investit vachement. D'ailleurs, il est producteur du film. Donc on sent bien qu'il s'est vachement investi dans le rôle. Tu sens bien la personne un peu stressée et déprimée parce qu'il découvre. Parce que plus il découvre, plus il creuse. Et plus il se dit waouh, enfin il en est même atteint tellement c'est sur sa vie personnelle. Donc c'est vraiment intéressant comme rôle, je trouve. Et c'est vachement investi, je trouve, dedans. Donc ouais, c'est un très bon film. Oui, comme on dit, oui, c'est un one shot, je pense. Ouais. Oui, mais je pense que c'est le genre de film, s'il passe à la télé, sur M6, un truc comme ça, tu prends plaisir à le revoir. Mais pas ouais, tout, tu le mettrais pas tous les 3 jours, comme je disais tout à l'heure, on est bien d'accord. Ouais. C'est pas Tango et Cash, quoi, on est d'accord. C'est pas Tango et Cash que moi je peux revoir une fois par demi-journée, on est d'accord. Alors, du coup, pour moi, mon deuxième film, c'était Adieu les cons d'Albert Dupontel, sorti avant que malheureusement les salles ne ferment. Et il est resté, je crois, 1 ou 2 semaines à l'affiche. Et c'est le plus, je pense, il me semble, en cherchant bien, c'est le plus grand succès de France de cette année 2020. Et à raison d'ailleurs. Et ça nous raconte l'histoire de Suze Trappet, qui apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade. Elle décide à partir de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, un quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, un archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. Et à eux trois, ils se lancent tout simplement dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Ce film, Adieu les cons, je pense qu'il a été dans beaucoup de tops cette année. Et encore une fois, Albert Dupontel, il fait mouche sur cette fable à la morale pessimiste, certes, mais loin d'être dénué de sens. C'est un film sur la vie, sur on commence à vivre lorsqu'on cède. Bref, c'est un road trip touchant, drôle et qui fourmille de détails. Je pense qu'Albert Dupontel, voilà, maintenant je peux le dire, avec En revoir là-haut, entre autres, Bernie et compagnie, pour moi c'est mon réalisateur français préféré. Il modernise nos films, c'est lui qui dépoussière notre cinéma, c'est lui qu'il faut aller voir et crier au monde que le cinéma français c'est pas Barbecue avec Franck Dubosc, bien évidemment. Bref, c'est du très très bon. Allez le voir j'ai envie de dire, si les cinémas réouvrent, je pense qu'ils vont remettre Adieu les cons, parce que je pense pas qu'on aura beaucoup de films à la réouverture de nos cinémas, donc voilà, ou sinon achetez-le en Blu-ray dès qu'il sort, vraiment. Il me reste en tête, je suis peut-être pas objectif parce que j'aime beaucoup ce réalisateur-là, mais c'est un film qui reste en mémoire. Sur les effets visuels, sur l'histoire, sur les dialogues, Virginie Efira, elle est géniale. Elle était déjà géniale avant, mais alors avec Albert Dupontel, comment il la dirige et tout, elle est encore plus magnifique. Et même le personnage que joue l'aveugle, ce personnage-là, il m'a fait mourir de rire. Et Albert Dupontel m'a fait à la fois rire et à la fois, il y avait de l'émotion aussi dans le film. Bref, c'est un putain de film, si vous avez l'occasion de le voir. Et vous, est-ce que vous l'avez vu? Ma question... Non, je n'ai pas vu ce film me concernant, et je ne l'ai pas noté parce que, tout simplement, j'en avais pas pris forcément connaissance, tout simplement. Et je m'en excuse. Si jamais tu as l'occasion de voir au moins la bande-annonce, je pense que ça peut donner envie. Et toi, Meus? Alors, je ne l'ai pas vu, mais par contre, effectivement, j'en ai entendu parler. Et là où je te rejoins, c'est que je pense effectivement qu'à la réouverture des cinémas, si d'aventure il est à l'affiche, je me laisserai tenter parce que déjà, j'aime beaucoup Albert Dupontel, j'aime beaucoup l'homme. Et j'avoue que son film m'intrigue beaucoup dans le bon sens du terme. Et du coup, c'est vrai que je me laisserai tenter, je pense, s'il est encore à l'affiche parce que j'ai envie de le soutenir là-dessus. Puis j'ai entendu beaucoup de bien de ta part, mais aussi... d'autres critiques à côté, et j'ai envie vraiment... il titille ma curiosité, j'irai le voir, si je peux, du coup. Ok, eh bien on va finir tout simplement par votre film préféré de l'année, en tout cas découverte de l'année 2020. On commence par toi, Gino. Ouais, alors je vais peut-être surprendre beaucoup de gens, mais c'est un film qui est très ancien, qui a été pour moi mon coup de cœur de cette année. C'est un film qui est sorti en 1957 et réalisé par David Lean, c'est Le Pont de la rivière Kwai. C'est un film que je n'avais jamais vu, qui est très long, il faut le reconnaître, quasiment 3 heures. C'est adapté d'un roman de Pierre Boulle qui relate des faits un peu historiques
d'une troupe anglaise capturée par les Japonais au large du Vietnam, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ou de la Thaïlande, je sais plus. Enfin bref, en Asie orientale. Le film avec Alec Guinness qui est exceptionnel, et je crois qu'Alec Guinness a été récompensé pour ce film de mémoire, ou c'est David Lean, je ne sais plus. Et ce film est franchement super. Voilà, le côté anglais où le Britannique essaie de faire acte de résistance, de pas vouloir aider les Japonais à construire le pont, et puis au final il se laisse griser par l'enjeu, se dire au moins on pourra laisser dire que ce sont les Britanniques qui auront contribué à ce pont-là, et le fait de le construire, il veut le rendre solide et ainsi de suite, pour dire que les Anglais font du bon travail, qui font les choses avec honneur et qui bossent bien tout simplement. Et la fin est tout aussi tragique parce que les Américains cherchent à libérer le groupe anglais ou à faire sauter le pont. Il y a tout un micmac. Voilà, franchement c'est très intéressant. Ça peut être un peu longuet sur le scénario, j'en conviens, mais c'était une surprise agréable et j'ai profité. Voilà, pourquoi le pont derrière quoi, c'est que j'ai profité notamment du premier confinement, ainsi que du deuxième de toute façon, pour essayer de regarder des films que je ne pensais jamais voir en temps normal, sans qu'ils passent forcément à la télé ou quoi que ce soit. Voilà. Et juste une petite question, est-ce que tu l'as vu en Blu-ray ? Oui. Oui, d'accord, parce que savoir si tu l'avais vu en DVD ou en Blu-ray, parce que le Blu-ray a profité d'une... non, attends, je dis une bêtise, je l'ai vu sur le canal à la demande, mais je l'ai en Blu-ray. D'accord. Et je l'ai en Blu-ray en édition collector, c'est un film génial, quoi. Parce que je sais que voilà, le Blu-ray avait eu une remasterisation de l'image qui était vraiment assez folle. On a toujours l'impression de regarder un vieux film, mais non, c'est super bien. La qualité d'image est géniale. Si vous avez peur de regarder un vieux film, Le Pont de la rivière Kwai en Blu-ray, c'est vraiment excellent. Enfin, je veux dire, voilà. En termes d'image. Hein. Tout à fait. Mais bon, mon résumé est un peu confus, mais c'est difficile de raconter le scénario du film sans trop spoiler. C'est assez délicat. C'est sûr. Donc, mais il y a des enjeux, il y a des scènes cocasses, ce genre de choses. C'est assez. C'est un film qui est à la fois fort et franchement c'est superbe, quoi. En fait, David Lean, je pense que c'est un réalisateur qui a été exceptionnel pour filmer des scènes, on va dire, des petites histoires au cours de la grande histoire, notamment des guerres. Il a éprouvé avec Lawrence d'Arabie, il le fait avec le pont de la rivière Kwai. Franchement, je trouve ça top. C'est à découvrir. Franchement, je pense que les plus jeunes de nos auditeurs devraient essayer de regarder ce film, peut-être même en famille, voilà, ça pourrait raviver des souvenirs à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est une découverte à faire. Voilà. Et c'est vrai que j'en profite aussi, moi, par rapport à ce film, d'en parler un petit peu. C'est un film, comme tu disais, il y a des petites longueurs, mais le film se permet justement de prendre son temps pour nous raconter l'histoire, et c'est ça qui est bien, en fait, je trouve. Et c'est aujourd'hui au cinéma actuel, d'ailleurs. C'est ça, ça peut traîner en longueur, comme tu le disais, on en convient tous les deux là-dessus, mais on sent rien de superficiel, quoi, de superflu. C'est utile. Quoi qu'il arrive, voilà, même les silences, s'il y a des silences à avoir, c'est complètement. Ça veut dire quelque chose, en fait. C'est toujours utile dans la mise en scène, c'est toujours utile au scénario. C'est pour ça que, voilà, le côté longueur, finalement, ça, justement, ça a son utilité. Je repense aussi à l'Exorciste dans les années 70, où le début du film est très très long. Ça paraît bête, mais c'est pareil, ça a une utilité, ça permet d'instaurer une ambiance. C'est un peu la même chose. Il y a aussi cet effet-là dans La planète des singes des années 60, où le temps que les hommes arrivent à rencontrer les singes, il se passe un temps, énormément de temps. Et ça presque 40 minutes, je crois. Voilà, c'est ça. Ça permet d'instaurer justement l'ambiance, et ce n'est pas là par hasard, justement. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de film. Donc moi, je l'avais vu il y a très longtemps, pour le coup. Et toi, monsieur, tu l'avais vu, Le Pont de la rivière Kwai ? Alors, je connais évidemment le film en tant que tel, mais non, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Après, moi, d'emblée, c'est vrai que je suis pas naturellement, disons, branché vers les films comme ça qui datent un peu, mais c'est sûrement un défaut, puisque effectivement, j'en ai entendu beaucoup de bien, vous me confirmez encore une fois.
ce serait à moi de m'y mettre, mais j'avoue que les films qui commencent à dater de quelques décennies, j'ai souvent du mal à m'y mettre. En tout cas. Ça, je comprends aisément. Je te comprends, parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer sur ce film. Je le voyais dans ma vidéothèque. Je me dis, il faudrait que je me le lance. Et puis, chaque fois, même sur les plateformes de films à la demande, je le voyais. Je fais off. Et puis, je me suis lancé un soir et honnêtement, je l'ai pas regretté. Mais je comprends le fait que de nature, on ne soit pas attiré par les films un peu plus anciens. Je le conçois aisément. Mais celui-ci, il a vraiment il a un petit quelque chose. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais ce film a quelque chose. Il a une âme, pour moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Le mot, effectivement, je suis d'accord. Ok, on va passer au premier de chez Meus. Alors, le premier, je suis assez paradoxal comme garçon, parce que le premier de mon flop, c'était donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, et je suis quelqu'un qui aime bien faire amende honorable, et parmi mes découvertes de l'année 2020, j'ai mis sur la première place de mon top, alors Harry Potter et la Coupe de Feu, non pas que j'estime que ce soit un très grand film, etc., mais à partir du 3, disons qu'en termes de ton, déjà on a amorcé effectivement un virage, puisqu'on sent tout de suite que c'est beaucoup plus sombre d'emblée dès le numéro 3, et que ça devient plus adulte. Le 4 continue dans cette veine-là, mais là où j'ai beaucoup aimé le 4, c'est alors, effectivement, comme tu disais, Gauthier, tout à l'heure, c'est plus un concours, le 4, tout au long du film, quelque part. C'est ça, voilà, exactement. Ce côté-là, voilà, c'est vrai que juste le petit bémol que j'aurais à faire, c'est que la partie du bal là, était un petit peu longue inutilement, mais bon, c'est un détail. Hormis ça, j'ai beaucoup aimé ce 4, contrairement au 2, tout simplement parce que là, à la fin, il y a une vraie bonne fin, c'est-à-dire que là, le méchant arrive, le grand méchant surgit pour la première fois, et là, on sent que là, ça prend une autre tournure, une autre dimension tout de suite, la saga, parce que voilà, on en parlait depuis le début, là, ça se matérialise, c'est le cas de le dire. Et pour le coup, tu vois, là, j'ai senti, même moi, j'étais dedans, quoi. J'étais, tu vois, limite, j'avais presque des frissons. J'étais, là, on y arrive, quoi. Et c'est ce tournant-là, je me dis, du coup, ça me donnait encore plus envie de voir la suite. Et je me suis dit, voilà, c'était un palier supplémentaire, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. C'était une belle conclusion pour le film. Vraiment, la dernière demi-heure, j'ai beaucoup aimé, quoi. Et c'est pour ça que je voulais un peu récompenser, parce que je me dis, voilà, c'est contrairement aux deux, là, on a un film ici qui devient vraiment mature, et je pense qu'elle annonce de bonnes auspices pour la fin de la saga, en tout cas pour moi qui ne l'ai pas encore vu, du coup. Donc c'est pour ça, agréablement surpris, c'est pour ça que j'ai mis en premier. C'était le livre aussi, c'était, je pense, honnêtement, le meilleur de la saga, en termes de livre. Et moi, dans mon souvenir d'adolescent, j'ai l'impression que c'est à partir du 4, justement, que j'ai ressenti qu'il y avait une hype autour d'Harry Potter. Et je me demande si c'est pas à partir de ces années-là ou est-ce que c'est l'autre d'avant, je sais plus, que les films ont commencé à être aussi populaires. Peut-être. Ça l'était déjà avant, mais c'est vrai. Ça l'était déjà avant, selon toi, ouais, tu crois? Je sais plus, c'est une idée que j'ai comme ça. En tout cas, le fait que toi, tu mettes celui-ci en première position de ton top, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je suis plein d'optimisme pour la suite de la saga. Je pense aussi, tout à fait. Et c'est vrai que quand on regarde les films un par un, on peut trouver forcément des faiblesses aux deux, mais après, remis dans le contexte global, dans l'histoire globale d'Harry Potter, je pense que je m'en fais pas pour toi. Donc, voilà, pour la bonne surprise pour ma part. Ok. Du coup, on va finir avec mon top 1 aussi également. Bon, après, la plupart d'entre vous, vous savez lequel dont je vais parler. Il s'agit de Jojo Rabbit de Taika Waititi. L'histoire d'un petit Allemand solitaire, sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans le grenier. Et avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Alors, le film, il m'avait été conseillé par Erwan, donc un ami à moi. Au début, franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, ça me donnait pas du tout envie. Vraiment, c'est en plus un peu repoussant pour le coup. Taika Waititi, donc c'est le réalisateur de Vampire en toute intimité, de Thor Ragnarok. Donc, et les t-shirts.
voilà, j'ai bien aimé les films en plus qu'il a fait. Il y a rien de. Et tu disais, Gino, pardon? Il faisait des t-shirts aussi dans les années 90. D'accord. Ok. Ok. Pardon, excuse-moi de t'avoir interrompu pour ça. Je m'excuse auprès de l'auditoire. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça me donnait pas du tout envie. On m'a conseillé de le regarder quand même. Qui avait un effet un petit peu, mais vraiment très léger, de La vie est belle, que j'aime beaucoup. Donc c'est là que ça m'a donné un petit peu envie de regarder. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ce film est beaucoup plus intimiste et beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. Donc si vous regardez la bande-annonce, c'est faussement drôle, clairement. Le film, il a 2-3 scènes éventuellement d'humour, mais sinon c'est très 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 sérieux. On est sur la fin de la guerre, les Allemands sont en train de perdre, donc c'est vraiment très très intéressant de voir le point de vue d'un enfant. Voilà, et même dans son plan qui est totalement anachronique à la fin, ça dénature en rien son message, mais ça le renforce au contraire, puisqu'on finit sur une musique de... Non, de David Bowie, qui forcément n'était pas né à cette époque, mais quand on écoute et quand on sait justement dans quel contexte cette musique a été créée, puisque c'était lors de la chute du mur de Berlin, ou en tout cas avant la chute du mur de Berlin, qui dit un jour le mur va tomber et effectivement un jour on va se réunir et on va s'aimer. C'est un peu l'idée de la chanson. Gilbert Montagnier, ça, ouais, voilà, on est d'accord. C'est pas David Bowie. Et comme quoi, David Bowie, même combat. Donc voilà, voilà, c'est vraiment excellent. Petite pensée aussi pour Scarlett Johansson, mais dedans, elle m'a bluffé. Elle est excellente dans le film. Elle est bluffante, Scarlett. Hein. Ah ouais, mais là, c'est high level. Hein. Elle est bonne. Voilà, la satire est maîtrisée. On n'attendait pas non plus moins de Taika Waititi, mais en tout cas, voilà, c'est totalement maîtrisé. Le monde vu par un enfant peut être drôle, touchant, mais aussi cruel et violent. Et voilà, on n'est jamais épargné dans le film. Donc vraiment, vraiment excellent. Est-ce que vous l'avez vu, vous, de votre côté ? Non, je n'ai pas vu Jojo Rabbit. C'est le film que j'avais mis en numéro 1 pour mes rattrapages de 2020, pardon. Mais comme tu as spoilé une bonne partie, je ne sais pas si je dois vraiment le regarder. Ah bah c'est pas spoilé, c'est juste dire la musique de fin. Non, voilà, je pense que je vais me laisser séduire par cette histoire et regarder ça assez rapidement. Et pour ma part, je ne l'ai pas vu. Mais après, pareil, j'étais de base pas trop attiré. Encore une fois, les a priori qu'on a avant de voir un film. Mais je ne suis pas fermé à l'idée de le regarder, bien au contraire. En plus, la preuve que tu l'as mis en top, c'est qu'il a de vraies qualités. Donc pourquoi pas, encore une fois, un soir, me laisser tenter et puis on verra. Je précise aussi que, alors, il a beau être dans mon top 1, en 2020, encore une fois, on n'a pas eu non plus beaucoup de films. Je le précise quand même que je descends d'un cran quand même sur la qualité du film. C'est pas non plus le meilleur film de tous les temps, attention. Hein. Oui, bien sûr. C'est juste que pour moi, à mon sens, c'était un des meilleurs films de 2020. Voire pour ma part en tout cas, le meilleur film de 2020 que j'ai vu. Voilà, franchement, il faut le regarder. Il faut se dire, voilà, faut être curieux, mais encore une fois, c'est loin d'être drôle, contrairement à ce que la bande-annonce suggère. Il y a des moments drôles, attention, hein, mais c'est pas trop le cas. C'est ce que ça me rappelle, ce que tu dis, ça me rappelle le film, rien à voir en soi, mais The Voices, avec Ryan Reynolds, voilà, la bande-annonce, tu dis, c'est une comédie. Moi, je me rappelle, je me dis, allez, on va se marrer un peu. C'est le côté schizophrène, il parle à ses animaux et tout. Puis en fait, tu vois, mais alors, pas du tout. C'est un film glauque. Alors, tu t'attends à une comédie et tu vois un film un peu avec un serial killer, si je puis dire, etc. Tu fais, ah d'accord, alors là, la douche froide, faut se mouiller la nuque. Hein, parce que j'avoue, hein, même la bande-annonce, je trouve qu'elle vend pas trop, vraiment le film, en fait. Et comme Taika Waititi, il est abonné au côté comique, même Thor Ragnarok, hein, quand on le regarde, c'est vraiment axé comédie. Vampire en toute amitié, j'en parle même pas, hein, c'est que ça d'ailleurs. Du coup, forcément, Jojo Rabbit, c'est pas forcément le truc qui m'attire le plus, surtout quand on parle de Seconde Guerre mondiale. Mettre de l'humour dans la Seconde Guerre mondiale, bon, Inglourious Basterds, j'accepte. Après, le reste... La 7ème compagnie, j'accepte. Ouais, allez, la 7ème compagnie aussi.
Ok, je le mets aussi dedans. Mais voilà. J'ai envie de finaliser ce podcast par vos attentes de 2021. On commence par toi, Gino. Ouais, alors moi il y en a plusieurs des attentes. Alors il y aura certainement beaucoup de déceptions dans le lot, mais à la volée comme ça, mes attentes ça pourrait être Mission Impossible 7, Sherlock Holmes 3, Kingsman, Matrix 4 par exemple, qui je pense peut-être va me décevoir, il y a de fortes chances. Il y a un nouveau Mortal Kombat, Uncharted, voilà. Par contre, dans les bonnes surprises, je pense qu'il peut y avoir Eiffel avec Romain Duris qui est prévu, Top Gun, pourquoi pas, on verra. Mais je pense que ça va être une déception aussi. C'est juste pour le côté nostalgique. Et par contre, mes deux grosses attentes de cette année, vous connaissez mes goûts, hein, de toute façon, c'est James Bond qui devait sortir l'année dernière, en 2020, et qui va sortir, le dernier James Bond avec Daniel Craig. Moi, je suis hyper fan des films avec Daniel Craig sur James Bond. Et mon attente principale, il aurait pu y avoir Kaamelott aussi, que j'aurais pu mettre, mais comme je n'étais pas un addict de la mini-série d'M6, c'est pas mon attente principale, mais je serais curieux quand même. Mais mon attente principale, c'est OSS 117, Alerte en Afrique noire. Ça, c'est mon délire. T'as rattrapé la belle époque en plus, donc c'est bien. J'ai rattrapé la belle époque. Oui, c'est Nicolas Bedos. C'est Nicolas Bedos, exactement. Et là, c'est à la fois, on avait déjà parlé dans un autre podcast, je suis à la fois super enthousiaste à l'idée de revoir Jean Dujardin dans la peau de Hubert Bonisseur de la Batte, mais à la fois je crains le changement de ton, passer d'Azanavicius qui était vraiment l'esprit canal, toutes les blagues un peu salaces, limite très politiquement incorrect, et puis passer à Nicolas Bedos, je ne sais pas, ça va être un peu plus feutré j'imagine, mais j'ai hâte quand même. Ouais. Et toi, Meus? Moi, mon premier point, le film que j'attends le plus, je dirais que c'est forcément Fast and Furious 9, évidemment, parce que non, je déconne, c'est pas vrai. Non. Blague à part, non, je dirais évidemment James Bond, parce qu'il devait sortir en 2020, quoi, qui a été repoussé évidemment. Donc ouais, pareil, parce que Space Jam. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les James Bond avec Daniel Craig, et donc a priori ce sera le dernier, hein, parce que déjà Spectre devait déjà être le dernier a priori, donc là cette fois je pense que c'est la bonne malheureusement. Voilà, donc James Bond, je dirais, il y a Mission Impossible 7, parce que c'est vrai que ça va vite revenir finalement. Moi j'ai adoré les deux derniers, perso, même si on va aller voir forcément pour le côté réaliste, mais pour le côté popcorn, c'est des films géniaux. Moi, j'adore. Ouais, complètement. Fallout, le dernier, t'es vraiment. Fallout, ouais. J'ai vraiment super apprécié, un super divertissement. Voilà, non, sinon, après, alors, un film qui, moi, dans l'absolu, me branche pas trop, parce que je connais pas l'univers et la bande-annonce pas plus hypée que ça, mais j'irai le voir parce que j'aime le réalisateur, ça reste Dune. Je pense qu'on peut avoir un bon film. Donc je demande à voir, voilà, j'attends rien, donc je peux être agréablement surpris. Et il y a un autre film aussi, enfin c'est même pas un film, et je crois pas que ça va sortir en 2021, parce qu'on est encore en pré-prod, donc à mon avis ce sera plutôt 2022, mais dans le doute, je cite, on en avait parlé dans une émission précédente, c'est la future série The Last of Us, que moi j'attends comme un gamin. Là je pense que ce sera plutôt 2022 après. Ouais, c'est plus ça. Il y a forte chance, ouais. Il y a plutôt raisonnablement. Ils ont même pas fait le casting encore. Ouais, c'est même pas du casting. Ouais. Et déjà que même House of the Dragon, déjà, qui est le spin-off quand même de Game of Thrones, c'est qu'en 2022. Alors j'imagine même pas The Last of Us. Hein, c'est pas encore. Oui. Non mais voilà, je cite quand même en préparation 2 parce que là je préfère dire au cas où. Ça aurait été sur Netflix, je t'aurais dit oui, mais là non. Ouais. C'est pas grave. On attendra. Et je terminerai aussi par un film que j'irai voir, je ne trouve pas impatient, mais j'irai voir, parce que j'ai plutôt apprécié les deux premiers, ce sera Conjuring 3, qui a priori sortira cette année. On verra, donc, parce que bon, même si j'ai vu le 2 là, très récemment, bon, il y a toujours des petits défauts au côté un peu gentillet qui me gênent un tout petit peu sur certains points, mais ça reste des bons films d'épouvante quand même plutôt bien mis en scène, donc j'irai voir le 3. Voilà. Ok. Moi, du coup, en premier, bien évidemment, Dune de Denis Villeneuve. Alors, moi, j'avais vu l'ancien. Je sais pas si j'ai une chance d'avoir vu l'ancien, en fait. Parce que c'est quand même le nanar non assumé de David Lynch. Pour ceux qui l'ont vu, c'est avec Sting et compagnie. Mais c'est vraiment... Alors, à la base, Dune, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est jugé presque inadaptable.
Mais à l'époque de David Lynch, effectivement, je pense que oui, à l'époque, c'était inadaptable. Il use de 2-3 choses qui sont plutôt bien foutues, notamment les vers des sables qui sont vraiment bien foutus dans le film de David Lynch. Mais là, aujourd'hui, on a, je pense, les moyens de raconter cette histoire et de bien l'adapter. Au vu de la bande-annonce, ça a l'air d'être le cas. Encore une fois, c'est qu'une bande-annonce, je peux très bien me tromper. On a vu ce qu'il a fait avec la suite de Blade Runner, on a vu ce qu'il a fait avec Premier Contact. J'ai bon espoir que Dune de Denis Villeneuve soit vraiment bien, et voire même peut-être un très bon film. Je mets toujours mes attentes quand même un petit peu en dessous, parce qu'il y a un casting alléchant, parce qu'il y a un réalisateur qui a l'air d'être fan de l'univers, qui a lu les bouquins comme il n'y a pas. Donc il y a moyen de faire quelque chose de vachement bien. Après, à voir, effectivement, il faudra juger en espérant aussi de le voir au cinéma. C'est surtout ça qui me fait peur, parce que Dune de Denis Villeneuve, chez moi, ce sera pas forcément la même chose. En deuxième, je dirais Kaamelott. Kaamelott qui a l'air vraiment... pour le coup, la bande-annonce a l'air vraiment cool. Enfin, le film a l'air cool en tout cas. Pareil, à cause du Covid, malheureusement, on n'a pas pu le voir cette année. Bien évidemment, 007, Mourir peut attendre, évidemment. Et comme Meus, pareil, sceptique tout de même pour Conjuring 3, malgré les 2 premiers, j'avais beaucoup aimé. Mais j'irai le voir tout de même. Et bien évidemment, ma plus grosse attente devant tout ça, c'est la réouverture des cinémas en 2021. On va pas se mentir, c'est vraiment mes plus grosses attentes, parce que honnêtement, ça devient vraiment triste. Et même si les cinémas réouvrent, les gens ne vont pas revenir comme ça, ne vont pas être habitués à revenir dans les salles de cinéma. On l'a vu cet été notamment. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va réouvrir cette année. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire ? Qu'on partage ton attente, ce genre de choses. Après, voilà, j'ai eu plus d'attentes là sur 2021, parce que en voyant ce qui sort cette année, c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène de franchises fortes qui reviennent cette année. Donc après, comme tu dis, avec 2020, il y a eu des reports à cette année. Oui. Par contre, de ce que je constate quand même, c'est que j'ai peur de ça. Il y a quand même une hype autour des adaptations de jeux vidéo. On a eu Sonic, on va avoir un Mortal Kombat qui va revenir, Uncharted qui sera interprété avec Tom Holland, Antonio Banderas et je crois Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Donc est-ce que voilà, ça sera un débat qu'on pourra avoir à l'avenir, mais est-ce que du coup on est en panne d'inspiration à Hollywood et qu'on recycle un peu les scénars de jeux vidéo, et avec comme on en parlait, les séries Last of Us et Metal Gear qui devraient arriver par la suite. Parce que c'est vrai que voilà, les jeux vidéo recyclent déjà des films. Donc recycler du recyclage, ouais, ça me paraît... C'est une question que je me pose comme ça d'emblée en voyant ça débarquer. Donc, mais je pense ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission, je pense. Ouais. Et toi, Meus ? Pareil, pouvoir, de toute façon, au-delà du cinéma, même tout court, ce qu'on souhaite tous, c'est pouvoir retrouver une vie, disons, normale, comme jadis, une époque que les moins de 2 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, c'est juste ça, donc le cinéma en général, et puis voilà, c'est ce qu'on souhaite à tous. C'est ce qu'on se souhaite tous, en tout cas, pouvoir ressortir librement, que ce soit au cinéma, au bar, au resto ou ailleurs. Exactement. Eh bien écoute, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures quand elles vont réouvrir pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Salut tout le monde. Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais ? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas ? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça ? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi.